Il n'y a pas de pays parfait, il n'y a pas de projet parfait, ça va être jamais one shot, le meilleur des mondes. Des projets d'expatriation qui chapotent, c'est pas un montage fiscal bancal, c'est la partie sociale. J'ai l'impression de ne pas arriver à une vraie connexion émotionnelle avec une personne sans avoir la même langue. Avoir de la mobilité dans son business, dans sa vie, tu vois, se dire bon bah demain il se passe une dinguerie, je peux quitter le pays à tout moment, je suis pas bloqué. Aujourd'hui, tout nouveau podcast, je suis en compagnie de Mathias Dufaux qui a gentiment accepté l'invitation sur la chaîne. On va parler de pas mal de choses super intéressantes qui, je pense, vont vraiment vous intéresser. On va parler d'expatriation, on va parler de réseau, on va parler de relations, on va parler de certaines villes en particulier. Enfin bref, on va parler de plein de trucs. Il n'y a pas vraiment de trame. Le but, c'est vraiment de discuter business, de discuter de tout ça. Et je pense que ça va être très intéressant. Merci en tout cas encore, Mathias, d'avoir accepté l'invitation. Plaisir, Est-ce Lucas. que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Mathias Dufaux. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'accompagne des personnes dans leurs projets d'expatriation. C'est du B2B, c'est-à-dire que c'est des entrepreneurs, des indépendants, investisseurs et autres qui souhaitent s'expatrier. Moi, ça fait à peu près 5 ans que je suis dans le domaine de l'expatriation, à titre personnel également. Initialement, j'ai vécu à Malte. Je travaillais pour des entreprises locales, des casinos, donc on pourra parler peut-être de ces trucs-là. Et aujourd'hui, ouais, ça fait à peu près 2 ans que je me suis professionnalisé, que j'ai monté comme un cabinet d'expatriation, où j'accompagne vraiment tout type de profil, dans tout type de projet, tout type de pays. Ok, incroyable. Et du coup, tu m'as dit depuis combien de temps tu fais cette activité-là ? C'est venu avec Malte. Est-ce que tu avais déjà ce projet avant d'aller à Malte ou c'est ton expatriation à Malte qui t'a donné ce projet-là ? En fait, ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai été mon premier client. En fait, tout ce que j'ai appris, une grande partie des choses que j'ai apprises, je les ai, en anglais on dit experience, je les ai expérimentées à titre personnel. Et ensuite, évidemment, je me suis formé dans les différentes juridictions, etc. Mais en premier lieu, voilà, je me suis expatrié à Malte. J'avais une opportunité professionnelle. À la base, moi, je suis web designer, je fais des sites internet. Et j'ai vu un petit peu toute la montagne d'informations que ça pouvait représenter, les différents défis autres. Je me suis dit, ok, super. Bon, déjà, j'aime faire ça pour moi, c'est un plaisir. Ouais. J'aime le faire. Mes premiers clients aussi ont été mes proches, mes amis, des personnes qui avaient vraiment besoin d'être aidées là-dessus. Et puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'aiderais pas plus de monde ? J'ai commencé par créer du contenu, des vidéos YouTube où je partageais un petit peu mon retour, voilà, mes pensées, tout ça. Et puis ensuite, j'ai vu que ça plaisait, qu'il y avait réellement des gens qui avaient besoin d'aide. Pour te dire, mon premier client, j'avais même pas d'offre, dans le sens où je l'ai aidé voilà, gracieusement, parce que c'était important pour lui de se faire aider là-dessus. Et puis ensuite, voilà, tout est venu assez naturellement. Ok. Projet de vie, puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait une demande, j'ai vu qu'il y avait un besoin, et puis on a avancé comme ça. Ok, trop cool. Donc ouais, t'as eu ton expatriation, t'as vu qu'il y avait des trucs un peu compliqués, t'as vu le problème, et vu que beaucoup de gens t'ont demandé une fois que t'as eu l'expérience, tu t'es dit, bah let's go, se lancer là-dedans. Et tu faisais quoi justement avant ? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'expatrier à Malte ? T'avais déjà une activité. Ah oui, bah oui, du coup, web designer, et tu vivais complètement ton activité de web designer, et le but c'était vraiment de venir à Malte pour de base poursuivre cette activité-là. En fait, je suis parti à 21 ans, et avant, je me cherchais un peu, comme toi, j'ai fait un peu de restauration, tu vois, des jobs vraiment alimentaires, de survie, on va dire. Et puis, voilà, j'avais envie de vivre plus que de voyager, donc réellement m'implanter dans un pays ou autre. Et puis après, par la suite, ouais, je me suis formé parce que je ne voyais pas d'avenir dans la restauration, même si ça m'a appris des trucs de dingue, et j'ai vécu plein de trucs là-dedans. Je me suis dit, bon, ok, il faut que je me forme. Qu'est-ce qui était à ma portée ? C'était créer des sites internet, etc. Ça me passionnait. Je me suis formé pendant à peu près 1 an. Et puis par la suite, j'ai eu une opportunité de stage rémunéré, donc très classique, à Malte. Je suis parti pendant 6 mois. Puis après, c'était 6 mois à partir de janvier. Puis après, l'été est venu. Je partais l'été, ça allait trop bien. J'avais tous mes amis que je m'étais créés. J'ai fait 4 allers-retours. J'ai même fait un petit tour d'Europe pendant cet été-là. Et je me disais, mais qu'est-ce qui me retient en France, tu vois ? Et une fois que j'ai fait ces 4 allers-retours-là, je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Et du coup, j'ai décidé à la rentrée 2022 donc de m'expatrier à 100% à Malte. Après, voilà, les opportunités, les rencontres, j'ai pivoté, je suis allé dans d'autres domaines. Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai construit un petit peu mon parcours à l'étranger pour la première fois. Ok, génial. Et du coup, donc Malte a été la première étape. Aujourd'hui, tu es à Bangkok, c'est là où on est aussi actuellement pour le podcast. À partir de combien de temps et pourquoi être parti de Malte ? Donc, du coup, combien de temps t'es resté et les raisons qui t'ont poussé à partir, quoi. Ouais, j'ai fait à peu près 3 ans, autour des 3 ans, à Malte, sur différentes périodes. Mais au total, voilà, à peu près 3 ans. Ce qui m'a poussé à partir, c'est rien contre Malte en particulier, mais tu sais, j'avais aussi envie d'ailleurs de me dire, ok, c'était mon premier pays, mon premier projet. J'avais envie d'Asie ou éventuellement de Dubaï, par exemple. C'était une de mes idées. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est une étape dans ma vie. J'arrivais à la fin d'un cycle. Je le ressentais, c'était un sentiment en général. Voilà, j'avais
j'avais quitté un de mes premiers tafs là-bas, etc. Et puis je me suis dit, bon, ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est que je trouve un nouveau pays qui me corresponde. Au début, carrément, à titre personnel, je voulais partir en Malaisie. Ok. J'avais fait un voyage avec ma copine, on était tombés amoureux du pays, et notamment de Kuala Lumpur, la capitale. Ouais. Mais voilà, ça s'est pas fait pour des histoires de visa, mais peu importe. Je suis tombé en Thaïlande après parce que c'était pour moi, dans ma situation, et comme beaucoup de personnes, Bangkok, une des meilleures destinations, tu vois, avantages, inconvénients, rapport qualité-prix, etc. Ok. Donc ouais, ça vient une question qui sort pas du contexte, mais donc Bangkok a plus été un choix on va dire, de circonstances plutôt que comment le dire, c'est plutôt, t'es pas forcément allé à Bangkok parce que tu kiffais Bangkok, c'est plutôt pour les avantages. C'est un mélange. J'ai C'est un kiffé mélange. Bangkok, j'y étais allé il y a 3 ans, ouais, un peu plus de 3 ans de ça. J'avais adoré, j'ai déjà pas mal de personnes que je connais sur place qui m'avaient donné envie d'y retourner. Et comme j'avais mis un petit peu de côté les autres destinations, je m'étais dit, ok, Bamos, je pars pour Bangkok, parce que la Malaisie et Kuala Lumpur, c'était mort. Et je me suis dit, ouais, non, franchement, dans ma situation, il n'y avait rien de mieux. Après, je suis pas du tout fermé à rentrer en Europe, pas en France, mais en Europe, peut-être à l'avenir. Parce que ma copine, peut-être qu'on en discutera, mais elle est pas française aussi, elle est ukrainienne. Donc, pourquoi pas revenir en Europe, notamment en Europe de l'Est, parce qu'il y a plein de choses aussi intéressantes Ouais, là-bas. ouais. Tu sais, je pense que c'est des parcours de vie, tu vois, et en fonction des avantages que les pays procurent et des opportunités. Tu vois, des fois, c'est un peu naturel. Bien C'est sûr, pareil ouais. pour les personnes que j'accompagne. Des fois, il y a un pays qu'on va choisir, qu'on va cibler pour des raisons très claires, très précises. Mais des fois, tu sais, tu es à une rencontre de dire, ah, mais finalement, c'est génial d'aller là-bas. Ouais. Tu sais, j'y suis resté 3 ans, pas parce que j'aimais bien, je sais pas, l'environnement dans lequel je Ouais, vivais, bien c'était sûr. les gens, en fait. C'était les gens. Ouais, bah c'est ça. De toute C'était les façon, gens. tout revient à ça à la fin. À la fin, c'est toujours les gens qui te font rester. Ou partir, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc là, ça fait combien de temps que tu es à Bangkok à peu près À peu près exactement? 1 an. À peu près un an. Ouais, là, Ok. ça va bientôt faire 1 an, ouais. Ouais, donc 21 ans, tu t'expatries à Malte, 3 ans, et là, du coup, première année vraiment. Exactement, ouais. Ok. Et que tu le vois comment, du coup, là, tu le sens comment cette première année? Très bien. Je pense comme tout projet à l'étranger de vie, il y a des hauts et des bas. Je te donne un exemple très simple. J'arrive, au bout d'un mois, je me prends un tremblement de terre. Qui peut prévoir ça? Personne. Hmm. Tremblement de terre, donc ça remet beaucoup de choses en question. Tu te sens même pas très bien au début. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu avec ma partenaire. Il y a eu des problèmes de santé. Enfin, tu vois, plein de choses que tu prévois Ouais. pas et qui sont importantes de pas de prendre dans l'équation parce que évidemment, tu peux pas tout prévoir, mais de se dire, ça sera pas parfait. Il y a pas de pays parfait, il y a pas de projet parfait, ça va être jamais one shot, Ouais, le bien sûr. meilleur des mondes. Donc ouais, dans ma situation, ça s'est très bien passé. Ça commence à, enfin, je veux dire, on est passé par des hauts et des bas, mais au final, tu vois, quand tu t'accroches et que Ouais, tu ouais. sais pourquoi tu es là Bien sûr. et que tu essaies d'avancer, c'est comme tout, c'est pas forcément Ouais. Bangkok en particulier. J'ai décidé on est resté, je suis resté, et puis aujourd'hui, je suis très heureux, tu vois. Franchement, ça prend du temps des fois de s'installer dans un pays, Ouais, mais bien quand tu sûr. as passé ce cap-là de la première Ouais, impression, ouais. tout C'est ça. Une fois le que tu te meilleur sens un reste à venir. minimum chez toi, quoi. C'est vrai que tremblement de terre, ça devait être fou, ça. Je me vois encore. Énorme. Je vois Énorme. encore t'avais fait un réel ou une story dessus. Ouais, J'étais en mode, je l'ai putain. supprimé parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire ressentir aux Ouais, gens, mais ouais, t'es là, tu sors du restaurant, d'un coup tu comprends pas, parce que ouais, moi c'est particulier, mais j'étais en bas de ma tour, ouais, et ma tour elle est assez grande, tu vois, je sais plus combien elle faisait d'étages, mais presque 50 étages, ouais. quelque chose comme ça. Et moi je sors du restaurant avec un ami, j'étais juste à côté de ma tour, et, euh, et je comprends pas, il y a une foule de personnes, il y a des cris, il y a des mouvements de foule, etc. Et moi, à la base des bases, je crois que c'est une attaque terroriste. Parce Ok. que qu'est-ce qui peut prouver, enfin, pardon, qu'est-ce qui peut. Provoquer Ouais, ça. pardon, ouais. Peuvent être qu'est-ce qui peut provoquer une situation comme ça? Des gens qui filment, des gens qui courent, des gens qui crient. Ouais. Et vrai truc, ça m'a mis 2 minutes à comprendre que c'était un tremblement de terre et 2 minutes c'est long parce que moi j'ai pas senti. Ouais. Les gens qui étaient en hauteur, notamment ma copine qui a dû descendre 28 étages pieds nus en petite tenue parce que tu t'as pas le temps, t'as Bah juste pas le oui, temps. c'est ça. Ben moi je comprends pas. Et il y a un mec, et ça fera, je m'en souviendrai toute ma vie, qui attrape mon bras et qui a la mort dans ses yeux. Et c'est pas une blague, je vois la peur de la mort Ouais. et qui me dit, mec, reste pas là, cours. Il m'attrape le bras, il me demande même pas mon avis et on part avec le mouvement de foule et on va dans la rue. C'est un peu pas sous les. Pas dans un environnement clos, quoi. Il y a quelqu'un d'ici? Je te Ou coupe, un excuse-moi. mec un genre de voisin, tu vois, qui fait partie de ma résidence et Ouais. qui m'a vu, tu vois, parce que moi je lui dis qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu perdu. J'avais perdu mon pote avec qui je revenais du resto. Et puis après, bon, j'ai compris et tout. J'essaie d'appeler ma copine, lui envoyer des messages. Réseau saturé. Réseau saturé parce que bah, tu vois, t'as plein de gens dans un même endroit. Les tours, je sais pas, c'était. Bref. Et donc, ouais, franchement, c'était chaud.
Putain. Après, Ouais. on s'est barré, tu vois, le soir même, je suis jamais revenu dans mon appartement. Ah ouais. J'ai quitté la ville, ouais, pendant 2 mois à peu près. Ça a puis, duré longtemps ce tremblement de terre parce que c'est Non, vrai que c'est fou, ça mais dure pas longtemps, un tremblement de terre. Hein. ça a duré combien de temps? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas l'info Non, scientifique, mais mais genre à peu près, genre plus en minutes ou ah, en mais c'est heures. des minutes Bon, ou ouais. peut-être des longues secondes, c'est Ouais. sûr, mais ça n'a pas duré 20 minutes, je pense. Hein. Ouais, ok. Je sais pas. Je sais pas exactement le nombre mais bon, c'est interminable. Ok. Moi, j'ai Et pas quand c'est ressenti. fini, il se passe quoi? Parce que du coup, les gens rentrent chez eux ou il y a des. Parce qu'il y a peut-être des dégâts à constater. Enfin, tu peux pas aller, hop, c'est fini, je rentre dans mon immeuble, quoi. Bah, très bonne question. Il y en a qui l'ont fait. Moi, dans ma tour, par exemple, ils ont mis du temps à nous laisser rentrer parce que il y a des tours. En fait, ils ont fait 3 catégories. Ils ont fait catégorie de tours, en gros, n'y retourne plus, c'est mort, faut tout refaire. Tour, ça va, il y a un risque, et tour, aucun risque. Moi, ma tour, il n'y avait aucun risque, mais je voyais des fissures, je me sentais plus bien. Carrément, j'y suis Ah, il y avait retourné. des fissures et tout. Ouais, bien sûr. Putain. Il y a aucun bâtiment qui s'est effondré à part un qui était en construction. D'ailleurs, petite anecdote, c'était un. Voilà, c'est franchement. J'espère que je vais pas avoir de problème, mais en gros, c'était une tour étatique, donc une tour de l'État thaïlandais, Ouais. qui était une tour qui était censée gérer tout ce qui est anti-corruption, etc. Et les constructeurs étaient un constructeur chinois qui était corrompu. Et Ok. donc, en fait, le comble, c'est que la tour avait pas toutes les mesures et les normes de sécurité parce qu'il y avait de la corruption dans l'air. Ouais. Et la tour s'est crashée. Je crois qu'il y a 8 personnes qui sont mortes. Putain. C'est Ouais, vrai. bon, bref, C'est franchement, une on va histoire pas de parler fou, que hein, de ça, quand même, mais hein. Non, mais oui, mais c'est ça fait marrant, partie c'est, des. Tu peux pas prévoir Mhm. ça. Et dans un projet d'exploitation, on minimise, enfin, comment dirais-je, on essaie de minimiser la part de risque et la part Ouais. d'inconnu bien sûr. par l'expérience, par le savoir-faire, tout ça. Mais des trucs comme ça, voilà, faut être prêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ouais. peut-être qu'on parlera, avoir de la mobilité dans son business, dans sa vie, tu vois, se dire, bon, bah, demain, il se passe une dinguerie, je peux quitter le pays à tout moment, je prends mon passeport, voire mes passeports, c'est pour certains qui peuvent avoir plusieurs nationalités. Mes comptes en banque, ils sont un peu partout, Ouais, je suis bien pas sûr. bloqué. Tu vois, ça, je pense que ça fait partie aussi d'enjeux aujourd'hui dans l'expat, Ouais. et je le vois avec les personnes que j'aide. Tu vois. Complètement, ouais, je suis complètement d'accord. Incroyable. Je reviens un tout petit peu en arrière. On reviendra sur tout ça juste après, mais savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire d'avant, tout ça, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu ces questions un peu basiques, mais est-ce que tu as toujours voulu faire de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as toujours eu un projet? Est-ce que avant de justement t'expatrier à Malte par rapport à une opportunité professionnelle, tu avais déjà des envies d'aller voir ailleurs? Enfin, c'est quoi ta vie d'avant tout ça, genre avant 21 ans, avant tout ça? Ouais, alors, j'ai toujours eu des projets. Je pense pas qu'on peut appeler ça de l'entrepreneuriat pur et dur. J'ai eu un projet notamment avec un de mes meilleurs amis autour des paris sportifs, etc. Mais de l'entrepreneuriat pur, pas forcément. J'ai toujours aimé créer, avoir des petits projets. Tu vois, ma première chaîne YouTube, j'avais 10 ans, mais Ouais. c'était en 2010, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas encore la monétisation. D'ailleurs, je l'avais activé. Ok. Tu n'avais pas besoin d'avoir trop de critères pour l'avoir. Ok, Mais je ok, gagnais, ouais. je sais pas, 2 euros, c'était rien. Mm. Bref. Et j'aimais filmer. En fait, moi, je suis passé je pense, j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat, les projets, grâce à la vidéo. Ok. J'adorais prendre des photos, faire des vidéos. Dès que j'ai pu, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Ok, Des vidéos. ouais. Je filmais à la base des oiseaux parce que mon père avait cette Ok, passion-là. Donc on avait des génial. oiseaux, je filmais ça. Après, j'ai fait un peu de gaming, tu vois, Ok. comme tout Comme jeune, je pense. Ouais, bien sûr. J'avais une chaîne, etc. Puis ensuite, j'ai fait des vidéos pour apprendre aux autres. J'ai toujours aimé apprendre aussi. Ouais, ouais. Enfin, ouais, Transmettre. transmettre. Enfin, tout ce que je savais, j'essaie Ouais. déjà de le transmettre, même si je savais pas grand-chose à l'époque. Mais j'aimais bien faire des tutos sur le montage vidéo, comment faire une belle vidéo, etc. Ah ouais, ok, tu faisais des trucs comme ça sans forcément Ouais, à sans l'époque. but de fou, ouais, juste comme ça. Exactement. Il y avait rien, tu vois. Il y avait pas de. Je savais pas que j'allais faire de l'argent et autres. Petite anecdote, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Hey Prod, tu vois, pour le côté un peu audiovisuel. Et j'étais passé dans un live de Norman, un live de Noël. Ok, Norman fait vidéo, big up. Je sais qu'il est dans des sauces, mais bref. Et j'avais fait de la pub sur un live où il y avait 30 000 personnes. Ok. Et moi, l'opportuniste que je suis, parce que je trouve que c'est quand même comme une forme de qualité, je me suis dit, ok, il faut que je place mon big up, tu vois. Ouais, et j'avais ouais. pris 1000 abonnés, mais je crois que c'était il y a peut-être 10 ans, tu vois, un peu plus de 10 ans. 1000 abonnés en 5 minutes, parce qu'il y avait à l'époque, on peut retrouver la vidéo sur la chaîne de Norman, Putain. pour les plus curieux. Norman et John Rachid, hein, pour les anciens. Et j'avais pris 1000 et quelques abonnés, tu vois. Et tout le monde était venu sur ma chaîne. Et comme ça, voilà, j'ai toujours aimé faire des projets, tu vois, essayer d'entreprendre des choses, même si c'était pas forcément les termes. Donc ça, c'était les premiers trucs que j'ai pu faire. Ensuite, j'ai fait un projet dont je te parlais avec un ami à moi, Paul, qui était dans les paris sportifs, tu vois. Donc on donnait un petit peu des conseils aux gens autour de ce domaine-là. Et moi, évidemment, je n'y connaissais rien en paris sportifs en tant que tel, mais je m'occupais de la partie graphisme. Je touchais un peu au logiciel, Photoshop, etc.
Donc je faisais le graphisme, je l'aidais un peu sur le marketing. Tu vois, on avait fait même des campagnes d'emailing sur Mailchimp, genre de petits trucs. Tu vois, toujours, voilà. Et puis, il y a eu un moment, je sais plus en quelle année, c'était peut-être entre ouais, je dirais 17 ans, à peu près entre 17 ans et 19 ans, voire 20 ans, il y a eu un vide, tu vois. Et ça m'a manqué. Ça m'a manqué parce que je créais plus. Je faisais plus de vidéos YouTube. Il m'est arrivé un truc un peu relou. Quelqu'un dont je mentionnerai pas le nom, mais qui m'avait hacké et m'avait supprimé ma chaîne YouTube. Quand t'es petit, tu t'investis, truc. Il m'avait supprimé ma chaîne. Il m'avait rien fait d'autre, hein. Juste il avait pris la chaîne supprimée. Donc ça m'avait dégoûté. À l'époque, j'avais peut-être pas assez de, je sais pas si on peut appeler ça de la maturité, mais pour me dire vas-y, j'en recrée une, je m'en fous. Ça m'a saoulé. Puis j'ai rien recréé derrière. Et puis moi, c'était la vidéo qui me plaisait. Initialement. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et il y a eu un trou, tu vois. Et je me suis dit punaise, ça me manque. Et jusqu'à il y a à peu près 2 ans, même si j'étais toujours, voilà, j'avais des parts dans des business et autres, mais pas forcément à promouvoir. Créer un truc de mes mains ou transmettre, tu vois, on revient toujours à ce même truc. Ça me manquait. C'est pour ça que aujourd'hui je suis ravi parce que ça regroupe tout, tu sais, toutes ces histoires de vie que je te raconte. Finalement, elles viennent s'imbriquer et ça fait mon projet, tu vois, on en parlera peut-être un peu, mais tout ce qui est, j'aime beaucoup les voyages, la vie à l'étranger, la rencontre des personnes et autres. Tout se joint souvent, de toute façon. Tu vois, hop, et aujourd'hui je fais ça, voilà, donc j'accompagne les personnes, les entrepreneurs dans leur expat. Ok, génial. Et est-ce que du coup, parce que là, tu me parles de plusieurs étapes un peu, mais tu n'as jamais eu, par exemple, comme on pouvait en parler juste avant, de vision vraiment claire de ce que tu voulais faire ou quoi, ça reste un peu flou. Est-ce que tu as fait, je te pose 2 questions en même temps, mais tu as fait des études aussi après le bac ou... Alors, en termes d'études, j'ai fait 3 mois d'IUT GEA, gestion d'entreprise et administration. Mais moi, dans ma tête, on parle de vision, tu vois, quand tu fais des études, les études que je voulais entreprendre, tu vois, j'avais un idéal. Je me suis dit, ok, génial, j'avais regardé Ozark il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, je vais être dans tu vas optimiser les flux financiers. On faisait de la comptabilité. Alors, je pense que tu vois un peu ce que c'est, mais c'est très barbant. Et être comptable, ça fait rêver peu de personnes, même s'ils sont très importants. Bref, et quand j'ai entrepris ces études-là, je me suis dit, génial, je vais faire ça. J'ai fait 3 mois, ça m'a saoulé. J'ai découvert que c'était pas du tout ça. Et donc, c'est les seules études que j'ai fait, puis j'ai arrêté. Puis j'ai voulu partir vivre à l'étranger. Première expérience, qui s'est pas conclue. Tu veux que j'en parle? Mais en gros, je devais vivre à Miami. J'avais à peine 18 ans. Je venais de choper mon permis, etc. Et big up à ce que je fais aujourd'hui, mais j'étais pas du tout accompagné et je suis parti la fleur au fusil, comme on dit. J'ai une escale pour Miami avec Taper Portugal à Lisbonne et j'avais pas de billet retour. Et normalement, j'ai dit bon bah c'est ok, tu vois, j'ai pas de billet de retour. Enfin, j'y ai pas pensé, c'est même pas un truc qui m'est venu à l'esprit. Et j'étais venu sur un Nesta classique parce que je voulais rester que 3 mois. Et donc en fait, les mecs à l'embarcation au Portugal, j'avais déjà fait un petit vol. Ils m'ont dit mais il est où ton billet de retour? J'ai dit mais de quoi tu me parles? Enfin je sais pas, tu vois, je comprends pas. Et il me dit bah t'as pas de billet retour, tu prends pas l'avion. Et là tu vois, moi je m'étais préparé, j'avais toutes mes économies. Enfin c'était pas beaucoup à l'époque, mais j'avais toutes mes économies, etc. Mon plan qui tombe à zéro. Et pourquoi pas avoir pris le vol retour direct? Parce qu'il me dit ça, mais on est à l'embarcation. C'est-à-dire que là, c'est maintenant ou jamais. Et moi, tu sais, je tremble un peu. Tu sais, mon monde, il vient de s'écrouler. J'ai pas de plan retour. Tu sais, j'étais un peu short niveau économie. Donc là, c'est un billet last. Et moi, je savais pas à l'époque. Tu sais, j'aurais pu me débrouiller avec un vrai faux billet, ça s'appelle. Bon, c'est pas un tips que je donne. Mais c'est ce qu'on a fait, nous. Hein, voilà. Parce c'est que pas quand on conseillé, est venu, excuse-moi, je te coupe, mais quand on est venu justement pour la Thaïlande, non, je crois que c'était à Bali. Enfin bref, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était Amaury avec moi. Mais il a dû prendre pareil. Ils l'ont dit, t'as pas de billet retour, faut que tu prennes un billet et tout au moment du check-in. Et du coup, il a pris un billet à 30 balles pour aller en Malaisie, tu vois, histoire d'avoir le retour. Et il l'a pas pris et il a pris un autre vol et ça s'est très bien passé. Il a pas eu de soucis, tu vois. Mais ouais, non, c'est vrai que ça, tu vois, c'est marrant. Hein, c'est tout con, mais c'est un détail qui a fait chapeauter mon projet. Quoi. Et du coup, t'es rentré, t'as pas pu... Putain, écoute, le seum, quoi. On était plusieurs dans l'avion à s'être refoulés. Je suis tombé avec un gars, tu vas rigoler. C'était un Suisse qui avait mis enceinte une Mexicaine, je crois. Il devait faire une escale à Miami. Et il me dit, ouais, je vais voir mon fils et tout. Il se fait refoule de l'avion, comme moi, parce qu'il avait pas de billet retour. On était, je crois, 3 gars. Et du coup, je passe la nuit avec lui dans une auberge de jeunesse à 8 €. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il a pleuré comme une merde. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je suis saoulé. Je rentre. Et les économies que j'avais... T'as pas été aidé quand même.
Eh ben, écoute, je me suis dit, tu sais quoi, je suis saoulé, etc. Je rentre, je m'achète une voiture pour être un peu plus libre, etc. Je m'achète une voiture et je démarre un taf. Et j'ai fait 2 ans de restauration, tu vois, alors que je devrais être à Miami, mais c'est C'est comme ça. dangereux ça de commencer un taf parce que Très moi je dangereux. vois tellement de gens qui ont des ambitions, qui ont des rêves, qui ont des projets, qui se disent on va se mettre dans telle chose en attendant. Et en attendant, il dure 10 ans, quoi, tu vois. Tu l'as vu la série Bref, j'ai pas vu, mais ouais. j'ai vu beaucoup d'extraits quand même sur TikTok, mais j'ai pas vu la série. Elle est forte, La le morale, passage. C'est en fait, je te lance sur ça parce qu'en gros, t'as un mec qui. Tu sais, c'est les vieux qui te racontent comment c'était bien avant, tu sais. ouais. Ouais, Et en fait, ils ont fait un plan qui est super stylé où le mec il s'assoit et tu le vois vieillir pendant 40 ans. ouais. Et en fait, tu l'as dit, tu vois. Mm. Des fois, tu penses que ça va t'aider, etc. Mais juste la facilité, le confort, ton job, tu le gardes 10 ans, tu Mais fermes oui, les yeux, tu te réveilles, ça fait 20 ans, t'es dans l'entreprise, quoi. eh oui, c'est exactement la réflexion que j'ai eue, tu vois, on parlait tout à l'heure. Parce que d'ailleurs, comme ça je fais une petite aparté maintenant, on a fait 2 podcasts du coup. Juste avant, on a tourné du coup avec Mathias, donc sur la chaîne de Mathias. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description si vous voulez aller le voir, il est aussi très intéressant, vraiment il est cool. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est pour ça que des fois je fais un petit peu des références à ce podcast-là. Pardon. Et du coup, c'est le même truc que j'ai eu, c'est vraiment la même sensation que j'ai eu, tu vois, savoir si jamais je partais à Dubaï ou pas, tu vois. Parce qu'en fait, tu avais le truc de il reste un an, est-ce que je refais un an à France pour être mieux, pour plus réfléchir et tout. En fait, si tu pars de là, en fait, tu fais ça tous les ans et tu restes. Et c'est vrai, quoi, c'est dangereux, tu vois. Parce que je pense que, en vrai, après, c'est ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui, tu vois. Mais imagine, t'aurais pu prendre ce vol pour Miami, tu vois. Enfin, c'est fou. Je me pose encore aujourd'hui la question, Ouais. qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que j'avais Mm. trouvé un plan parce que j'avais pas trop d'économie, comme je te disais. Et en fait, j'avais découvert un mec sur un site qui s'appelait Helpix, petite valeur gratuite comme ça, qui te permet de séjourner chez l'habitant sans devoir payer. Et en fait, c'est un échange de bons procédés. Et en gros, le mec, j'allais gérer ses réseaux sociaux et il me laissait son appart à Miami. Alors, c'était pas d'ailleurs à Sérieux? Miami, pour être exact, c'est dans la banlieue de Miami, c'est là où s'est fait tuer XXX Tentation. Ça Ok. s'appelle. Ah, j'ai oublié. Je pourrais retrouver, mais tu sais quoi, je vais regarder juste après. Mais en gros, c'était à côté. Et le mec me laissait son appart. Ok. Il me disait, ok, gère mes réseaux sociaux. C'était un plan de fou. Et au final, bon, ça a Putain, chapeauté. ouais. Mais c'est comme ça, tu vois. Après, je suis rentré, je fais un peu d'argent. J'avais ce projet-là avec mon ami Paul sur les paris sportifs à côté d'être serveur. Ok. Et tu vois, bah, c'est comme ça, écoute, c'est ok. Ok. Et du coup, le truc, enfin, tu m'as parlé du truc sur les paris sportifs, c'était un vrai projet ou c'était un petit truc comme ça? Ouais. On Ouais, était c'était un même vrai rentré projet. dans un incubateur. Ah ouais, ok. Ouais, Ah ouais. on était. Alors moi, j'habitais dans le sud de la France, vers Ouais. Montpellier, et c'était un incubateur de la région Occitanie et qui s'appelait, j'ai oublié le nom, mais ça finançait les projets innovants autour du sport. Et bon, paris sportifs, truc, on avait réussi Ouais. de leur pitcher ça. Ouais. Bref, tellement d'anecdotes, mais en gros, on arrive et tout, et franchement, j'étais moins technique que mon ami c'est lui qui crée la valeur, mais je savais un peu nous vendre. Ouais. Et donc, en Ouais. fait, j'ai réussi à vendre le truc et tout, en mode, on est comme comme un fonds d'investissement, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en fait, on voulait prendre l'argent des gens, parier pour eux, parce que mon ami était fort en paris sportif, Ok. et leur reverser un pourcentage, et on prenait notre com. Au final, on s'est rendu compte que c'était tout à fait illégal et que c'était intenable Ouais. sur le plan juridique. Mais tu vois, dans ce projet-là, on a appris des trucs et tout, on avait rencontré des avocats, etc. Et personne n'avait capté que c'était pas faisable. Mais Ah bon, ouais. on est rentré dans ça. Ça n'a pas C'est duré fou aussi, longtemps. ça. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Mais bon, c'était une de mes premières expériences entrepreneuriales et on avait 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Ah, mais Quelque c'est chose comme cool ça. quand même. C'est Ouais, une c'était cool. expérience, c'est sympa. Oui, on en reparle encore. Ouais, bah c'est ça. Et du coup, enfin, question comme ça, mais je m'intéresse beaucoup. Cette personne-là, tu lui parles encore? T'as encore contact? C'est mon meilleur ami. On a vécu 1 an à Malte. Tu vois, on s'est retrouvés après. Ok. En fait, moi, j'étais parti un peu de temps avant lui à Malte. Et lui, il était aussi toujours dans ce domaine un petit peu. Et je lui ai dit, à Malte, c'est là où tout se passe pour les paris sportifs, les casinos, etc. Viens. Et il est venu, il m'a rejoint, on est devenu coloc pendant 1 an et c'était génial. Et c'est mon meilleur ami. Et là, tu vois, je rentre à Malte dans 1 mois pour passer un peu de temps. Je vais le voir, c'est sûr, quoi. Ouais, ok, trop bien. Incroyable. Et du coup, lui, il a continué dans les paris sportifs Ouais, mais actuellement? pas, tu vois, il a pas rien de public là. Je peux pas lui Le faire dire, de ouais. big up ou autre. Ouais. Non, vraiment à titre perso, tu vois. C'est Ok. un domaine un peu particulier, les paris sportifs. Ouais, bien sûr. Mais alors, c'est compliqué à comprendre, mais ça a des similitudes avec les joueurs de poker professionnels. Ouais, ouais. C'est pas simple. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération, notamment le fait que tu joues quand même contre le casino, alors que Hmm. le poker, pardon, c'est entre players. Ouais, ouais.
Et donc, en fait, tu as des problèmes avec les sites de Paris parce que dès que tu gagnes, ils veulent te virer, etc. Et moi, j'ai travaillé notamment 1 an à Malte dans un des plus gros casinos du monde, Bet365, pour ceux qui connaissent. C'était quoi ton poste? Je travaillais au département francophone, on gérait les requêtes des clients, les trucs comme ça. C'était assez basique. Mais c'était une très bonne expérience. C'est pour ceux qui n'ont pas de diplôme, qui veulent avoir une première expérience à l'étranger, gagner relativement bien leur vie juste en parlant anglais. Tu vas à Malte, tu trouves un travail dans les sites de Paris, tu gagnes beaucoup mieux que la plupart de tes potes et tu n'as pas besoin de diplôme. C'est un petit truc qui est bien, qui met des fois le premier pied à l'étrier, quoi. Ok, trop bien. J'avais fait ça pendant 1 an et puis... Ok, d'ailleurs à Malte, t'es jamais tombé dans le casino? Parce que c'est vrai qu'à Malte... Ouais, bah, c'est le pays du casino. Non, moi, à titre perso, tu vois, je suis pas trop dans ça. En fait, vu que j'ai travaillé de l'autre côté... Ouais, bah oui, tu vois ceux qui perdent et du faut coup... pas... Franchement, c'est le pire truc ever. C'est vrai que je pense qu'en bossant dans un casino, t'as beaucoup moins l'envie de jouer, je pense, quand même. Tu vois, t'as beaucoup moins le... Parce qu'en fait, tu vois de tes propres yeux que ça se passe pas comme ça. Parce que je pense au casino, tu joues et tout parce que t'es en mode ouais, je vais gagner, c'est sûr, machin. Mais quand tu vois vraiment le pourcentage de gens qui gagnent et qui gagnent pas... Si un mec qui aime bien les stats et qu'il est addict, il y a un problème. C'est qu'il va regarder que techniquement, sur le long terme, il va jamais gagner. Ouais. Donc, et puis, en vrai, il y a un truc qu'il faut regarder. Hein, c'est dans le monde du betting, etc. Il y a un truc qui s'appelle le RG, c'est-à-dire Responsible Gambling. Et c'est techniquement des choses, des lois, enfin c'est plein de choses qui régissent un petit peu le fait de promouvoir le jeu responsable, mais c'est un gros mytho. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, l'argent, il est fait sur les perdants. Ouais. Un casino, il gagne parce que tu perds de l'argent. Et quand tu comprends le modèle économique, tu peux pas... Bah oui. C'est une entreprise, si elle était perdante... Sur le long terme, c'est impossible que... Jamais de la vie. Même court... Après, court terme, c'est possible. Tu vois, regarde, tu fais 100 000... Avec de la chance. Tu fais 100 000, je te jure, le mec qui fait 100 000, il les repère. Il va finir par les repérer. C'est toujours pareil. Les gros gains amènent de grosses pertes. Ah non, mais si je peux le refaire, j'ai fait 100 000, je peux faire 200. Ah oui, non, mais si on prend tout en compte, ouais. Mais en soi, un mec random qui va une fois dans sa vie au casino, il prend 100K, il met sur le rouge, il repart. Il a une chance sur 2. Ouais, mais jamais il va le refaire. Je te jure. Oui. Il va retomber dedans. Ils vont le revoir. Ah ben bien sûr, et c'est pour ça qu'on dit que le casino est toujours gagnant, parce qu'il y a des journées où tu peux gagner beaucoup d'argent, et en fait au long terme tu vas toujours rejouer. Même si tu gagnes, des fois les casinos ils ont du mal à te payer. Ouais, c'est vrai, surtout en ligne. Casino en ligne, surtout, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Je sais pas si t'as vu, ça c'est pareil, c'est un business, hein. On voit beaucoup de plus en plus là les trucs de casino en ligne, tu sais, l'AFI. Je vois des TikTok, des gens qui se font pas payer ou machin, ou des trucs qui marchent pas et tout. C'est vrai que c'est l'affiliation dans le casino, c'est ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui. Et c'est de l'argent passif. Donc forcément, mais il faut vraiment, je sais pas, ton audience, je sais pas si elle est jeune, mais même plus ou moins jeune, il n'y a pas d'âge. Il faut jamais tomber dedans parce que le marketing qui est investi dans ces trucs-là, c'est l'e-commerce à côté, c'est rien. Les mecs, ils mettent des milliards, même en UX, tu sais. Oui. Tu vois, quand tu fais un beau site, c'est pour bien vendre. Bah eux, ils font pareil, mais ils veulent jouer sur les biais psychologiques, etc. Les sons, les sons de quand tu gagnes. Bah, les sites sont excellents, ça donne envie. Oui, c'est excellent, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point même c'est excellent. Tu vois, c'est à quel point c'est abouti et que c'est fait pour. C'est un truc de fou, ouais. Franchement, les casinos, c'est un truc de fou. Mais oui, non, vraiment pas tomber dedans et tout, c'est le genre de truc. Mais c'est vrai, pour moi, c'est un peu l'AFI Casino, c'est aussi un peu le nouveau AFI Trading en vrai. Franchement, en vrai, c'est pareil, tu regardes, c'est les mêmes modèles, c'est les mêmes mecs, t'as un gars qui gère derrière, qui choisit des influx, qui leur paye le train de vie pour... C'est pareil, et c'est vrai que quand tu regardes la menace qui prend des sommes, mais c'est gigantesque, quoi. Après, c'est un business comme un autre, mais ouais. Bon, on s'est garé un petit peu. Moi, je voulais parler avec toi, du coup, de ton métier, parce que tu as eu plein d'expériences avec plein de clients différents, tu as vu plein de choses, plein de... Enfin, comment dire, moi, la question que j'aurais, c'est est-ce que l'expatriation, selon toi, c'est fait pour tout le monde ou pas? Est-ce que tout le monde peut trouver un avantage à s'expatrier, bien sûr, dans un contexte où ils ont un business, et même d'ailleurs, non. Est-ce que tu as déjà eu aussi des cas de personnes qui se sont expatriées sans forcément avoir de business, de trouver un taf là-bas ou quoi que ce soit? Alors, je vais prendre la dernière question pour répondre en premier. J'ai commencé initialement par aider tout type de personnes, B2C, B2B, mais j'en suis arrivé à une conclusion que j'ai beaucoup plus à apporter à un entrepreneur, et déjà, il y a tellement de choses à faire avec eux. Ouais. Et puis, c'est plus le type de personnes qui me ressemblent et avec qui je pense que j'ai des atomes crochus et que j'ai envie réellement d'aider. Et c'est surtout eux qui ont besoin le plus d'aide. J'ai aidé des personnes, tu vois, pour te répondre, à s'expatrier sans avoir de business. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai pu faire, tu vois. Ça dépend les pays, mais ça m'est arrivé, tu vois, que ce soit en Europe ou même en Asie notamment.
Mais aujourd'hui, pour répondre du coup, au début de ta question, tout le monde n'est pas fait pour s'expatrier pour des raisons qui ne sont pas liées à tout ce qui est optimisation fiscale, etc. Mais surtout sur la partie sociale et psychologique. Il y a des personnes pour qui une expatriation va demander beaucoup trop de sacrifices pour que ça soit rentable au terme de choix. Ouais. Donc il y a des gens qui, pour eux, la famille, c'est trop important et jamais vivre dans un pays, même s'il y a des pays proches. Tu vois, donc c'est peut-être, si je dois leur conseiller un pays, ça sera proche de la France ou très accessible. Mais non, tout le monde, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Par exemple, un exemple tout con, mais moi, j'aide surtout des personnes qui ont des business qui sont relativement digitaux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es boulanger. Ah bah oui, c'est pas possible. Tu peux, mais c'est chaud. Oui. Tu vas fermer, il faut que tu apprennes un nouveau marché, il faut que tu embauches localement. Des fois, il y a des lois, tu vois, qui ne permettent même pas d'embaucher peut-être, je sais pas, des Français, peu importe. Donc en fait, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Le profil idéal, c'est un mec qui a pas forcément trop d'attache avec la France. Si on prend l'exemple de la France, c'est quelqu'un qui a un business qui est relativement transposable partout sur la planète. Parce que fermer une boîte, en recréer une et plugger ton business dessus, c'est plus simple que quelqu'un qui a des magasins. Tu vois. Et même moi, honnêtement, je pense pas être en capacité, je pense qu'il faut donner ses limites aujourd'hui, être en capacité d'aider une personne qui a un business physique pour le transplanter à l'étranger. Il faudrait presque un autre métier, tu vois. Donc ouais, non, c'est pas fait pour tout le monde. Et pas tous les pays sont faits pour tout le monde aussi. C'est important de trouver le pays qui te correspond le mieux. C'est ce que je fais avec eux. Puis ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Mais... Ouais, bien sûr. En fait, justement, je reviens sur ce que tu disais là. Est-ce que pour toi, il y a vraiment des pays pour les personnes ou pour une personne en particulier, par exemple, ou est-ce qu'il y a vraiment des pays qui sortent du lot et où ça peut convenir un petit peu à tout le monde? Parce qu'on le voit, par exemple, en vrai, aujourd'hui, en termes d'expatriation, tu t'es pas expert, juste tu scrolles un peu sur les réseaux. Il y a quoi? Il y a Dubaï, Bangkok, Émirats Arabes Unis, Thaïlande et Bali. En vrai, c'est les trois un peu. Est-ce qu'il y a vraiment des options qui, tu penses, pourraient correspondre typiquement à une seule personne Alors, pas qu'à une seule personne, et il n'y a pas que ces pays-là. Donc là, je dois t'arrêter parce que, en fait, on met beaucoup ces pays en avant, mais il y a plein d'autres pays qui ne sont pas trop connus sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à la Géorgie, qui devient de plus en plus... qui a de plus en plus la cote, qui est intéressant pour des personnes qui ont peut-être un budget un peu plus faible que des destinations comme Dubaï notamment, mais qui a une fiscalité qui est extrêmement intéressante, qui est très proche de la France, enfin très proche, je veux dire plus proche que les juridictions dont on parle. Tu as des pays, Malte, de 3 heures d'avion, il y a des possibilités d'optimiser ta fiscalité pour tomber à 5% sur les sociétés. En Europe, par exemple. Pardon ? L'Andorre. Andorre, ouais, plus compliqué. C'est très petit, ça demande quand même des garanties importantes. Il faut réellement s'implanter sur place avec un business, etc. Des fois, il y a des dépôts de garantie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est possible. Ça m'aide d'aider des personnes pour s'expatrier en Andorre, mais ce n'est pas pour tout le monde. Tu vois, c'est assez spécifique. Tu vois, on a la Hongrie avec une bonne qualité de vie, une fiscalité qui est avantageuse. Il y en a plein d'autres des pays, tu vois, il y a le Monténégro qui est peut-être beaucoup moins sexy que ces autres pays, mais fiscalité intéressante, coût de la vie bas, une bonne qualité de vie, c'est quand même très joli, ça reste en Europe et autres. Tu vois, il n'y a pas que Dubaï, Bali, etc. Il y en a plein d'autres. Il y a l'Amérique latine dont on parle normalement, on parle de l'Amérique du Sud notamment, avec on peut avoir le Panama. Alors, Panama, c'est plus l'Amérique centrale, mais on peut avoir le Panama, on peut avoir l'Uruguay, le Paraguay qui offrent des choses très intéressantes, notamment sur l'obtention d'une résidence fiscale où tu n'as pas besoin d'y vivre ou d'y rester trop longtemps. Après, il faut faire attention parce que, voilà. La fiscalité, c'est pas. Il y a plein de pays. Trucs. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que sur les réseaux, c'est en gros, on n'entend que ça, et c'est justement ça. C'est qu'il n'y a pas que ça, tu vois, parce que des fois, les gens, ils sont en mode, allez, je m'expatrie, ok, Dubaï, Bangkok ou Bali, tu vois. Enfin, alors que non. Il y a plein de trucs, il y a plein d'endroits, et du coup, pour toi, genre, ton métier, c'est vraiment de quelqu'un qui a un projet qui souhaite partir et qui n'a pas forcément une idée claire de ce qu'il veut faire, c'est au-delà de juste l'aider administrativement, c'est vraiment de l'aider sur son processus de décision, sur l'endroit où il va aller, où il va se sentir bien, etc. Si j'ai bien compris. Exactement. En fait, on a 5 piliers dans ce que je fais aujourd'hui. Il y a toujours la partie bilan initial. Alors, il y a des personnes qui ont déjà un pays en tête et ils veulent juste être aidés. Donc là, c'est straightforward, c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Ok, tac, tac, tac. Tu vois, c'est très... Ils sont déjà sûrs d'eux. Voilà, ils sont sûrs d'eux. Alors, je les aide à s'assurer d'avoir fait le bon choix.
Mais première chose que je fais toujours avec les personnes que j'accompagne, c'est un bilan initial. Tu vois, c'est un peu leur onboarding, c'est ce qui prend pas mal de temps, mais ça va être notre socle commun. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de tout savoir sur toi. Parce que si tu m'oublies que, en fait, il y avait un truc très important pour toi, mais que tu pensais que c'était pas important, mais pourtant, ça peut faire chapeauter ton projet d'expat. Je te parle de la partie famille ou d'un point fiscal dont tu n'aimerais pas parler. Voilà. Toujours un bilan initial. Après, c'est le choix du pays, mais c'est toujours basé sur ce fameux bilan initial. Qu'est-ce qui te compose, parce que tu dois vraiment te mettre à la place du client, de tous ses besoins, de toutes les choses importantes pour elle, enfin pour la personne, etc. Toujours. Et après, on peut enclencher, on peut faire plein de choses en parallèle, mais toujours les démarches administratives, donc les aider, quel visa il faut, quelle structure juridique il faut, quelle assurance santé il faut, etc. Après, il y a la partie installation, choix du logement, toujours des ajustements de dernière minute, à savoir, je suis sur place, finalement, mon projet, il pivote. Un projet, on l'écrit avec une feuille de route, une roadmap, mais il a toujours tendance à un peu évoluer. Bien sûr. Et la dernière partie, qui est la partie intégration, qui est pour moi une des parties les plus importantes, c'est comment réellement bien se sentir. La partie réseautage, tu vois, je peux déjà te faire une passe en te faisant rencontrer une partie de mon réseau ou te guider vers des événements et autres dans lesquels tu peux t'intégrer. Ça peut être des clubs de sport, bien etc. sûr. Voilà, c'est tout ce pilier-là et il n'y en a pas un plus important que l'autre. C'est très important de s'assurer, tu vois, de prendre le temps sur les différents points pour faire un bon choix d'un projet de vie. C'est ça, puis c'est le principal au final de vraiment s'intégrer, se sentir bien dans l'endroit où t'es. Parce que c'est vrai que c'est sympa, tu vois, d'avoir cette perspective-là. J'ai entendu beaucoup de boîtes, par exemple, qui s'occupaient de l'expatriation et tout, mais t'as pas ce côté vraiment post-expat, tu vois. Parce que tu pourrais te dire, c'est bon, l'expatrié, il a son appartement, il a ses papiers, il peut vendre, il est expat, quoi. Et il se démerde, tu vois. Mais là, t'as vraiment le côté vraiment, ok, comment tu te sens chez toi, en fait, au final. Parce que si jamais tu y vas et que tu te sens constamment en vacances, tu sais, pas chez toi, un peu envie de rentrer en France, c'est pas l'objectif non plus. Donc, c'est cool, franchement, c'est sympa, 80%, c'est une stat que j'ai fait moi-même. 80% des projets qui chapeautent, des projets d'expatriation qui chapeautent, c'est pas un montage fiscal bancal, ça arrive, mais c'est la partie sociable, c'est-à-dire mon pays me manque, je l'ai mal choisi parce que mon environnement, mon nouvel environnement n'est pas fait pour moi. Des mecs qui viennent à Dubaï, tu vois, ils ont tout fait bien. Choix du logement très bien, la société qui va bien, le bon visa qui va bien, la bonne licence, tout ça. Ah mais en fait, c'était pas fait pour moi Dubaï, j'ai regardé trop de vidéos. Parce que moi, en fait, ce qui est important pour moi, c'est d'être proche de ma famille. Peu importe si je paie un peu plus d'impôts, il faut que je sois dans un environnement qui me ressemble. L'Europe me manque, tu vois, des trucs tout bêtes. Mais je te promets, la plupart des gens qui rentrent, des fois, ça m'arrive de parler avec des avocats qui me disent, moi, j'aide sur vraiment, tu vois, c'est des projets lourds, tu vois, avec beaucoup de choses à mettre en place. Mais à la fin, le mec, il arrive, en fait, il rentre en France parce que c'était pas ce qu'il lui fallait. Et tu vois, tu te dis, putain, c'est dommage. Surtout que ça demande, tu vois, c'est coûteux une expatriation. Ah bah oui. Comment dirais-je, c'est moins coûteux de prendre un peu plus le temps de faire bien les choses, faire un bon choix de pays, que de revenir en arrière, retrouver un nouveau pays, peut-être que tu vas repayer de l'impôt, enfin voilà. Non mais complètement, mais c'est vrai que les gens, c'est dommage, et du coup tout ce travail au début, justement avant le choix final de vraiment comprendre quelle est la personne, et toi via tes connaissances du coup de lui conseiller. Mais après, est-ce que tu penses pas que quelqu'un qui rentre en France parce que ça lui manque aurait pas eu la même réaction dans un autre pays qui lui correspondrait plus? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses pas qu'il y a un profil type de personnes qui sont capables de s'expatrier mentalement, et tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un profil type, mais tu sais, si tu, par exemple, pour toi, tu es très famille, tu es très attaché aux valeurs traditionnelles de la France ou autre, mais que tu as quand même une volonté profonde de t'expatrier parce que tu as un projet en tête. Rester en Europe, par exemple, c'est un choix qui est un bon compromis. Parce que, imaginons que pour toi, la France est le meilleur pays, mais quoi qu'il arrive, tu veux t'expatrier. Si je t'envoie en Asie, si tu pars en Thaïlande, par exemple, ou ailleurs, peu importe, en fait, loin, le gap, le choc culturel, il va être tellement hardcore que tu vas dire, mais c'est pas fait pour moi l'expatriation. Alors que si tu vas, je sais pas, dans un pays d'Europe, tu vas en Pologne, tu vas en Hongrie, tu vas éventuellement à Malte, même si c'est pas très proche de la France, mais je veux dire, tu as quand même une proximité premièrement géographique. Le week-end, tu rentres chez toi. Tu sais, un mec qui habite à Paris, et si sa famille est dans le sud de la France, il va l'avoir autant que... Exactement, tu prends un avion, tu es chez toi en 2 heures. Tu vois, je pense que, voilà, en fonction des profils types, tu peux quand même t'expatrier si tu en as envie. Évidemment, l'idée, c'est pas de pousser les personnes à s'expatrier si elles ne le veulent pas. Faut qu'il ait déjà pris sa décision. Mais il y a des pays qui vont plus leur correspondre, dans lesquels ils vont réellement pouvoir s'intégrer et se sentir bien.
Non, je suis d'accord. C'est vrai que je l'avais pas vu sous enfin, je l'avais pas vu sous cet angle-là, pardon. Parce que si tu prends l'Andorre ou même, je sais pas, il y a des gens qui s'expatrient en Suisse, j'imagine, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis à 40 minutes de la Suisse, donc à un moment, tu vois, j'y ai réfléchi, je me suis dit, bah ça peut être cool, tu vois, j'ai moins d'impôts, je peux rester en France, tu vois, enfin, je suis vraiment à la frontière, quoi, je suis à côté. Donc ouais, c'est vrai que suivant les profils, si vraiment, par exemple, le côté famille, culture un peu, etc., manque, bah c'est vrai que ouais, des pays comme l'Andorre qui est juste à côté, comme même juste des pays qui restent en Europe, parce que c'est vrai que ouais, Asie, là, au niveau de la France, si tu prends une escale, un truc, on est à... Ouais, 14 heures là. Je suis ouais, à 14 14 heures. heures, tu À vois, peu près, 14 tu peux heures de faire un vol. peu moins, mais. Et puis c'est cher le billet, donc t'as pas que le côté temps, t'as aussi le côté ouais c'est cher quoi, ça c'est un budget à chaque fois de revenir voir la famille. Tu vois, c'est ça aussi que j'aimais bien à Dubaï, parce que Dubaï c'est au milieu de tout. T'es à 6 heures de la France et puis t'es à 8 heures de l'Asie aussi, tu vois, c'est ça qui est cool aussi. Et puis ça se fait vite, tu vois, un direct entre Paris et Dubaï, c'est rapide. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a, en fait, il y a vraiment plein de trucs qui rentrent en compte. Mais d'où du coup l'utilité de ce que tu fais, hein, franchement. C'est vrai qu'on avait fait, nous, un premier appel une fois qui m'avait quand même bien éclairci. Je crois que t'es vraiment la première personne vers qui je me suis... Ben oui, t'es la première personne vers qui je me suis vraiment... j'ai commencé à vraiment réfléchir. Parce que vu que je savais que ça se faisait assez rapidement et que j'étais pas encore certain de mes choix, c'est Antoine, je crois, qui m'a donné ton contact, qui m'a dit j'ai fait un appel avec Mathias, j'ai regardé pour la Géorgie, nanana. Du coup, c'est lui qui m'avait conseillé de prendre un appel avec toi. Et c'est là, c'est là que les premières questions sont venues. Puis je pense que je faisais exprès un petit peu de le... Comment dire, de faire en sorte que ça arrive tard, parce que je ne pouvais pas me prendre la tête, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir eu un appel, c'est vrai que ça m'a fait me poser plein de questions et tout. Mais ouais, non, mais c'est génial. Puis je pense que c'est un métier aussi qui est cool humainement, tu vois. C'est cool, tu vois. Parce que tu suis vraiment quelqu'un, puis c'est une décision tellement importante dans une vie, tellement cool, beaucoup d'émotions et tout, que quand tu vois quelqu'un qui a le projet, que ça se concrétise, qu'il y est, et qui te fait un retour en mode putain, c'est trop bien et tout. C'est vrai que même humainement, ça doit être très gratifiant quand même. Bah, surtout que moi, ce qui me plaît, c'est de les accompagner jusqu'au bout, tu vois. Ouais. C'est pour ça que même j'essaie de leur donner des contacts, des amis à moi déjà dans le pays. Comme ça, tu vois, c'est le premier pas de la vie du quotidien qui se met en route. Donc ouais, c'est beau. Je trouve j'aime bien avoir le suivi. C'est pour ça que tout est organisé pour que jusqu'au bout je sois là. Et quand tu n'as plus besoin de moi, ben, je disparais. Ouais. C'est ça, non mais c'est génial. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très très cool. Merci. Malheureusement, moi j'étais passé du coup par une autre agence, parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas encore à 100% sur Dubaï, tu te concentrais sur d'autres pays. Mais c'est vrai que oui, sur l'expérience de manière générale, quand c'est bien fait, c'est cool, quoi. C'est un truc où... T'as déjà eu des cas de gens, genre... Tu peux pas avoir des cas de gens pas satisfaits de tes services en plus, tu vois. Enfin, en fait, à partir du moment où le mec, tu l'as bien accompagné, etc., si après lui, il se sent pas bien, parce que je souhaite à personne et c'est chiant, mais c'est pas vraiment de ta faute non plus, quoi. En fait, c'est pas lié parce que je vais répondre aux besoins du client, je m'adapte énormément. Ouais. Et puis, je suis pas dans un truc de lui dire tout ce qu'il a envie d'entendre. Moi, ça m'arrive des fois de dire à des clients très... c'est pas de manière frontale, mais de manière voilà, très claire, sans langue de bois. Là, ce serait une mauvaise décision de faire ça. Je ne vais pas donner d'exemple concret, mais des fois, un montage fiscal qui est un peu bancal, mais qui est avantageux. Moi, j'ai pas envie que la personne se retrouve dans une situation compliquée. Après, petite mise en garde, je ne suis pas avocat ni fiscaliste. Je travaille au quotidien avec des avocats fiscalistes. Donc, il y a aussi la partie, voilà, une personne insatisfaite, on a toujours une part de responsabilité, mais le projet, c'est pas moi qui t'ai poussé à partir. Oui, il faut vraiment le vouloir de base. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est cool, ouais. Non, mais franchement, ça doit être sympa quand même comme truc. Il y a plein de... En ce moment, c'est sympa parce que je rencontre plein de gens qui ont plein de business différents. Là, je suis récemment, là, en fait, ici, à Bali, juste avant de venir ici. On avait vraiment ce côté où tout le monde avait un business. Par exemple, il y a quelqu'un, Nathan, qui a un business de recrutement, tu vois, et tout. Et le fait de commencer un peu à voyager, je rencontre d'autres choses parce que c'est vrai que tu as tendance un peu à te renfermer dans ton business. Moi, je parle qu'avec des gens qui font de l'e-commerce ou à la limite qui font de l'infoproduit un peu, tu vois. Et du coup, tu découvres pas d'autres trucs. Et c'est vrai que d'avoir des visions, des insights un peu de ce qui se passe dans d'autres business, c'est cool. Et c'est pour ça les podcasts, j'aime bien. J'avais fait un podcast aussi avec Ethan, qui lui fait des SaaS, etc. C'est vrai que c'est cool. Puis faire découvrir aux gens aussi d'autres business, c'est trop bien. Ouais. Je voulais te demander aussi par rapport aux relations, parce que tu vois, moi, c'est un peu le truc, on en parlait dans le podcast, encore une fois, allez le voir, vraiment, il est très cool. Sur les relations, que ce soit amicales, amoureuses, etc., sur le côté un peu de confiance, le côté de tout reconstruire, parce que bon,
En plus, tous ceux qui s'expatrient, en général, c'est plutôt jeune, entre 18, vraiment pour les plus bas, jusqu'à peut-être 25, 26, 30 max. Mais en fait, tu es à chaque fois dans une période de ta vie où tu viens de terminer des relations très fortes avec des gens. Tu es vraiment à l'étape où tu te fais pas forcément énormément de nouveaux amis, tu as déjà ton cercle, tu as ta famille, etc. Comment ça se passe à l'étranger? Comment ça s'est passé pour toi déjà à l'étranger au niveau des relations? Tu m'as dit que tu avais ta copine qui était ukrainienne, du coup, dans quelles circonstances tu l'as rencontrée? Est-ce que tu t'es fait des amis qui sont restés très proches à l'étranger? Vraiment de manière générale, je pense que c'est une question importante. Ouais. Juste petit point, tu parlais des âges. On serait très agréablement surpris de la moyenne d'âge. C'est vraiment éparpillé. Ah ouais? J'ai des clients qui ont une cinquantaine d'années et j'ai des clients qui en ont 18. Ok. Tu vois, qui sont juste majeurs, 18, 19 ans. Il y a de tout. Et vraiment, ça me permet de faire un pont sur les relations. J'ai des personnes qui ont un certain âge, qui ont eu un divorce, tu vois, une longue relation en France notamment. Et pour se projeter, pour se permettre de tourner la page, ils ont besoin aussi de s'expatrier parce que ça leur permet voilà, on change tout, on repart sur de bonnes bases, nouvelle relation, nouvelle vie, etc. Donc il y a vraiment tous les âges et tous les profils. Pour revenir sur moi, du coup, avant de partir vivre à l'étranger, j'ai voyagé, etc. Mais j'ai aussi, je me suis aussi fait des amis qui étaient étrangers mais qui venaient en France. Tu vois, je pouvais pas tout le temps voyager. Ouais. Ils étaient en Erasmus, des trucs comme ça. J'ai réussi à intégrer un cercle d'étrangers, de personnes venant s'expatrier, on va dire, en France. Et donc j'étais un petit peu le local et j'ai pu rencontrer des gens de tout horizon. J'ai des amis mexicains grâce à ça, des amis italiens, des amis de tous les pays. Franchement, Pologne, tous les pays. Parce qu'ils étaient dans la même résidence, j'avais réussi à... Bref. Ça a été ma première intégration à des personnes venant d'autres horizons, d'autres pays. Donc ça m'a déjà énormément plu. Je me suis dit, ok, parlons des relations. J'aime beaucoup les personnes, même amicales ou amoureuses. J'aime trop la découverte de l'autre par une différente culture, une autre langue, etc. Je me dis, c'est génial. Je trouve que dans une relation, c'est beaucoup plus intense de faire l'effort, tu vois, de parler une autre langue pour vraiment connecter, etc. Ouais, puis le gars, la meuf, peu importe, si elle vient d'une autre culture, d'un autre monde, on va avoir tellement de choses à échanger que quand tu es français, imaginons tu sors avec ta voisine, tu vois, je veux dire, c'est bien, et c'est pas un problème. Je dis juste que moi, pour moi, et pour beaucoup de personnes, bah, c'est quand même très prenant, tu vois, au bon sens du terme. Donc voilà, ça a été mon premier truc, tu vois, la découverte de personnes un peu comme ça, venant de tout horizon. Et puis, moi, pour te donner un exemple de ma copine, quand je vivais à Malte, il y a eu une période où j'avais des revenus passifs. Je n'avais pas forcément trop besoin de travailler, tu vois. Je n'avais pas encore mon business qui était en place, etc. Et donc, je m'ennuyais, entre guillemets. Je me disais, bon, je peux faire ça, je peux faire ci, mais au bout de 8 mois, c'est long les vacances, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bon, écoute, je vais m'entraîner à apprendre une nouvelle langue. Et à cette période-là, je parlais avec une fille qui parlait russe. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'apprendre le russe. Tu vois, j'ai toujours voulu apprendre une langue étrangère autre que sur base latine, donc espagnol, italien, etc. Je vais apprendre le russe. J'ai hésité avec le mandarin, pour te dire, parce que j'ai un ami chinois, Jin Fangjiao, big up, trop sympa, que j'avais rencontré en France. Bref, je me suis dit, je vais apprendre une nouvelle langue. Donc moi, j'étais en coloc avec un ami qui voulait se perfectionner en anglais. On a posté une annonce, je cherche un prof d'anglais, je cherche un prof de russe. Et puis, il y a une dame qui m'a répondu, qui me disait, voilà, moi, je suis prof d'anglais, etc. J'envoie le contact à mon ami. Lui, finalement, ça lui correspondait pas, peu importe. Mais elle garde mon contact. Elle me dit, par contre, je connais une jeune Ukrainienne qui serait ravie de vous apprendre à parler russe, quoi. Et moi, je voulais des cours particuliers. J'avais pas envie d'aller à l'école, ça me saoulait. Et moi, sans aucune arrière-pensée, ça aurait pu être un daron de 50 ans, ça m'est égal. Finalement, c'était une jeune Ukrainienne qui avait 19 ans, qui me correspondait tout à fait. On est devenus... Alors, au début, c'était ma prof, aucune ambiguïté. Vu qu'on avait le même âge, on était potes, etc. On s'est très bien entendu. Puis après, voilà, on s'est mis ensemble. Mais c'était, tu vois, le fait que je voulais apprendre une nouvelle langue à l'étranger, parce que j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort, apprendre de nouvelles choses. Et je me suis mis en couple avec ma prof de russe, ma prof particulière de russe. Ouais, c'est fou, ça. C'est une anecdote dont je suis très fier. Et voilà, juste parce que je voulais m'ouvrir aux autres, je voulais parler à mon ami qui parlait russe. J'ai appris le russe. Привет, меня зовут Матиас, я французский, я говорю по-русски немножко. Incroyable. En plus, ça se voit que c'est fluide. En même temps, après, maintenant, t'as dû continuer aussi en étant avec elle à apprendre. Ouais, après, j'ai voulu un peu plus parler du coup sa langue qui était l'ukrainien, même s'il y a des similitudes. Mais tu vois, ce truc de... Tu parles une autre langue, tu as une autre culture, on va essayer, tu vois, pour parler des relations, pour te relancer... pour
parler un peu plus de ta question, etc. Ça demande 2 fois plus d'efforts de communication quand tu viens d'une autre culture et d'un autre pays et que tu as éventuellement une autre langue. Ouais. C'est beaucoup plus prenant mentalement, etc. Donc, quand il y a des conflits ou des incompréhensions, il faut se dire, OK, l'autre, il n'a pas vécu avec mes références, il n'a pas vécu avec la même éducation, tant bien, il capte même pas ce que je suis en train de raconter. Ouais. Je peux pas m'énerver. On n'est pas les mêmes. Donc, ça demande voilà, plus de temps. Mais ça crée des très belles relations. Après, c'est pas facile pour tout le monde, mais je trouve que les relations internationales sont très intenses et ça crée de belles histoires. Et tu trouves de la facilité à y accéder ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, par exemple, tu me parlais de 8 mois où tu faisais pas grand-chose, etc. Est-ce que pendant ces 8 mois, tu as pu rencontrer de nouveaux amis? Est-ce que tu avais quand même beaucoup, très peu ou pas du tout de contacts amicaux à l'endroit où tu étais, tu vois? C'est ce côté-là aussi. Ouais, alors quand je disais ces 8 mois-là, c'est parce que honnêtement, je m'étais pas foulé. J'avais pris des parts dans un business qui me rapportait de quoi vivre, hein. Pas des milliers et des cents, mais de quoi vivre. Et donc en fait, ma vie, c'était vraiment prendre du plaisir. Et pour te répondre, se faire des nouveaux potes. Je te donne un exemple très simple. Hein, si j'ai des amis qui voient cette vidéo, tous les vendredis, on avait un bel appart, vue mer, 200 mètres carrés en plein Malte. J'organisais des soirées. Okay. Dans mon appartement. Et tous les vendredis, mon seul taf, donc en fait, tu vois, j'avais pas de taf, mais c'était organiser des soirées chez moi. Et je ramenais des dizaines de personnes tous les vendredis, des nouveaux mecs, des nouvelles meufs de tout horizon, à chaque fois. Et en fait, j'avais créé un brassage humain et tout le temps des nouvelles personnes. Alors, des fois, c'était nul. Hein. Je suis pas en train de me faire le promoteur de je sais pas quoi. Des fois, c'était nul. Mais mon job, c'était, voilà, mercredi, il faut que tout le monde les invite et voilà, le vendredi. Et des fois, on se retrouvait, tu vois, 30-40 personnes dans l'appart. Il y avait des Colombiens, il y avait des quoi, il y avait tout le monde, franchement, des Chinois. Tu as rencontré beaucoup de gens, là. Énormément. Alors, toutes les rencontres n'étaient pas fructueuses, intéressantes, mais ça fait partie du jeu. Oui, bien sûr. Mais non, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. C'est peut-être le truc qui me fait le plus plaisir. C'est pour ça que mon business aujourd'hui me ravit, parce que tout l'école que je fais, c'est une nouvelle personne. C'est ça, mais moi, c'est ça que j'ai bien aimé avec toi. C'est pour ça que j'ai tout de suite accroché. C'est que les premières fois où on s'est parlé, on voyait que tu n'étais pas là par intérêt, quoi. Tu vois, t'étais pas en mode moi je réponds très peu aux messages, des trucs comme ça. Après, je sais plus comment c'était, voilà. Mais tu vois, tu sens direct, même sur l'appel qu'on a fait, tu vois que c'était sincère la façon dont tu voulais m'aider, et que vraiment ça venait vraiment de ok, je vais l'aider, et que t'avais limite même pas une pensée d'argent, des trucs comme ça, même si c'est ce qui nous fait vivre. J'avais rien à vendre. Mais c'est ça, tu vois. En plus, tu m'aidais beaucoup, tu me trouvais des contacts, tu essayais de répondre à mes questions pour Dubaï alors que tu le faisais pas encore à cette époque-là. Donc ouais, non, mais c'est ça qui était cool en vrai, et je pense que la passion aussi, ça se voit que tu as cette passion d'aider, de partager, et ça c'est trop bien. Moi aussi j'aime beaucoup, c'est pour ça aussi je fais beaucoup de vidéos, je fais des podcasts, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les podcasts comme ça. T'as vu, est-ce qu'on a parlé d'e-commerce? Pas du tout, et c'est pas un truc pour vendre quelque chose et tout, c'est des trucs que j'aime partager, que j'aime faire aussi, et ouais, c'est cool. Donc ouais, vraiment à fond, au top. Donc ça revient aussi sur les trucs des relations. Mais c'est trop bien. Moi j'avais le petit, tu vois, je sais pas s'il y a une réponse même à ça, mais j'avais le petit truc où en fait j'ai l'impression de ne pas arriver à une vraie connexion émotionnelle avec une personne sans avoir la même langue. Je crois que on en a parlé la dernière fois. Parce qu'en fait, t'arrives pas à, comme tu le disais, comprendre vraiment les petites expressions du visage, la façon de dire, le changement de ton, t'as pas vraiment de connexion vraiment profonde avec une personne, ou alors ça prend plus de temps, ou alors ça se fait d'une manière différente. Mais c'est vrai que ouais, j'ai jamais eu, j'ai côtoyé quand même plusieurs filles étrangères, tu vois, et il n'y a jamais eu ce truc où vraiment j'ai des sentiments et tout, parce que je vois toujours un petit décalage entre les deux. Tu trouves pas? Tuto relations internationales. Ouais. Alors, pour amis, hommes, femmes, on s'en fout. Premièrement, tout passe par la langue. Donc, si tu es en anglais, ça va être beaucoup plus dur. Pour apprendre la langue, je ne vais pas donner un cours d'anglais, mais il n'y a aucun autre conseil qui peut marcher. Il faut que tu t'immerges pendant 6 mois. Il n'y a pas un jour où tu dois parler français. Ouais. Et c'est vraiment, il faut que ta langue naturelle devienne l'anglais. En espagnol si tu veux parler espagnol, mais que tu t'immerges et que tu arrives. Alors moi, tu vois, j'avais intégré une résidence d'Erasmus à Montpellier où j'habitais, et c'était que des étrangers. Donc en fait, il n'y a pas de solution magique, il faut que tu t'immerges qu'avec des gens, même si tu comprends rien.
ton cerveau, il est très bien fait, même si ça fait mal au début. À la fin de la journée, tu as l'impression que tu as fait un marathon parce que ton cerveau, il a travaillé à comprendre de quoi on parle, etc. Ouais. Dès que tu auras fait ça, premièrement, ça va t'habituer à comprendre aussi un petit peu les codes des personnes. Alors, imaginons, Dubaï, tu vas pas avoir du mal. Hein. Si tu as envie, tu parles pas français pendant 10 mois, mais tu te mets vraiment dans un environnement anglophone. Alors, ça peut être par message, par appel vidéo, si tu peux physiquement. Regarder beaucoup de contenu. Donc déjà, dès que tu as maîtrisé la partie linguistique, c'est déjà le plus gros du travail. Le mieux, c'est de s'immerger avec des personnes venant de cultures différentes. Comme ça, tu chopes des accents différents, tu comprends peut-être des petits codes différents, etc. Moi, j'ai beaucoup d'amis mexicains, tu vois, notamment Sébastien Sanchez, que j'embrasse, qui m'a appris plein de trucs, tu vois, sur sa culture. Et c'est en passant du temps. Ça va prendre plus de temps parce qu'un Français, tu vas lui dire t'as vu ce dernier mème, t'as vu cette dernière série en France. T'as plein de codes. En fait, tu as des étapes que tu sautes vraiment en France, quoi. Tu vois. Mais si t'as cette envie-là et cette volonté d'aller vers l'autre, vers l'étranger avec un grand E et faire des connexions internationales, ça va prendre du temps. Ça va peut-être être bizarre et tout au début, mais si tu outrepasses cette barrière mentale, je trouve que les relations internationales sont, si c'est vraiment sain et il n'y a pas vraiment de trop de business derrière et tout à première vue, ça peut faire vraiment des belles choses parce que tu peux te dire purée, le mec, s'il est mon pote, c'est qu'il fait déjà un effort parce qu'on parle pas la même langue, c'est pareil pour les meufs, on parle pas la même langue, donc s'il s'intéresse à moi et que je vois qu'il galère en langue, c'est que le gars il a de bonnes intentions, etc. C'est toujours voilà, je pense que ça dépasse même la barrière de la langue, c'est de se dire moi j'ai vraiment envie de te rencontrer, même si ça va être pas facile au début, voilà, je m'accroche, etc. Et se faire ses premières. Généralement, le cheat code pour apprendre les langues, tu te fais un bon pote qui parle pas français ou une bonne copine qui parle pas français, et ça change ta life. Et moi, c'est ce que j'ai fait, hein, tu vois. Ouais. Je me suis fait des potes, j'avais des bases d'anglais, tu vois, mais je pigeais pas trop. Et après, aujourd'hui, je parle anglais couramment, quoi. Ouais. Et donc pour se créer des amis, etc., ou se faire une copine, ça prend du temps. Mais si tu as la bonne intention et que tu mets assez d'énergie et d'intensité, ça peut créer de belles histoires. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu m'as convaincu. Entre la dernière discussion et aujourd'hui, tu m'as convaincu. Non, mais c'est vrai, puis ça a l'air cool, en fait. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué, quoi. Surtout, et encore une fois, tout dépend des environnements. Après, moi, franchement, c'est vraiment pas ma priorité. Mais je sais qu'à Dubaï, c'est pas l'endroit, tu vois, c'est pas l'endroit où je vais trouver. No comment. Voilà, tu vois, c'est pas the endroit pour trouver sa copine. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais en soi, c'est des problèmes qui sont, pour moi, il y a plein de trucs qui sont un petit peu insignifiants parce qu'en vrai, tout est subjectif. On est attaché à quelque chose en France par habitude parce qu'on aurait pu naître à Dubaï directement et du coup, peut-être qu'on aurait envie des choses en France qu'on n'a pas. Enfin, ouais, je pense que tout est subjectif, mais et ouais, tout est une question encore une fois d'habitude. Peut-être que j'ai cette impression-là parce que j'ai pas eu l'expérience encore, tu vois. En vrai, qui peut se dire l'inverse quand il a pas eu encore l'expérience. Donc tu verras les voyages, les trucs, les rencontres. En fait, tu peux nourrir beaucoup de l'autre quand il est étranger, quand il a un nouveau. Tu te rends compte, en France, c'est un peu comme si on était un peu tous les mêmes. Imagine, tu rencontres un Américain, il te donne sa vision du monde, de sa perspective. C'est comme si tu repartais à zéro. C'est plein de choses. Moi, que je trouve fou, tu vois. C'est pour ça que j'ai absolument besoin de faire un peu ce tour du monde, aller voir un peu toutes les cultures, tout ce qui se fait dans le monde. C'est trop important et je pense que tu vois, l'expatriation, ça passe aussi par là. Ça passe par te sortir, vraiment te déconstruire de fou sur la vie, la façon de vivre et tout. Parce qu'en fait, il y a des gens, des fois... Moi, je vois, là, je voyage un petit peu là depuis 3-4 mois. Je commence un petit peu à aller tester d'autres choses. Et ça m'a changé. Mais en 4 mois, j'ai changé d'une manière, mais je parle plus pareil aux gens, j'ai plus les mêmes façons de penser. Et surtout, je suis moins anxieux, je suis plus détendu. Tu vois, je sors d'un climat où j'ai l'habitude d'être anxieux, d'avoir plein de... Tu vois, quand tu vas voir ailleurs, que tu découvres d'autres gens, comme tu dis, d'autres perspectives, d'autres visions du monde. Quand tu es en Thaïlande, que tu vois un mec qui a... une Lamborghini et qu'à côté t'as un gars en vélo, il lui manque une chaussure, tu vois des trucs quand même qui sont c'est la réalité, quoi, et ça te fait réfléchir sur énormément de sujets, ça te rend plus sage, tu vois, et je trouve que c'est un truc qui m'a aussi beaucoup aidé à grandir et à me tu sais ce qu'on dit sur la vie à l'étranger, 1 an en France, 1 an à l'étranger, c'est l'équivalent de 5 ans en France, voire plus, hein, selon l'intensité que tu mets. En termes de richesse de rencontres, d'apprentissage. Ouais. C'est pour ça que les mecs qui rentrent là, ils partent 1 an autour du monde. On peut les critiquer parce qu'il y a une genre de mode, etc. Mais le mec qui rentre, il a vécu 10 vies. Et il rentre, et toi, t'es là, en fait, t'es au même taf, t'as fait la même chose. Alors,
c'est ça, t'es riche d'expérience, tu t'en souviens plus à la fin, quoi. C'est ça qui est fou, parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. Faire 10 ans avec une routine où t'as ta femme, tes gosses, que t'emmènes à l'école le matin et que voilà, tu fais le même taf tous les jours, 7 jours sur... Enfin, en fait, tu vis rien, tu vois. Et bah, après, si... Enfin, c'est compliqué à dire quand même. Parce que Non, ouais, après là, peut-être c'est un mauvais exemple, mais oui, la vie c'est de un famille, mauvais etc. exemple. Non, pas la Ouais. vie de famille, mais c'est une question de routine, en fait. Oui, bien sûr. Ouais. C'est une question de routine. Et c'est vrai que, putain... Tu peux avoir une vie de fou avec une vie de Tu peux famille. avoir une vie de fou avec une vie de famille, bien sûr, vie de famille. C'est le mec, vous prenez pas de meuf, pas d'enfant. Non, mais c'est vrai Interdit. que faut pas, ça va nuire à votre vie, machin. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, c'est le truc le plus important pour moi et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. En vrai, c'est vraiment le voyager. Moi, Ça devrait essayer être, une fois, tu vois. ouais. Moi, tu vois, je vois mes grands-parents, on en parlait, mon anniversaire, mes 18 ans, qui ont. Putain, je savais pas, mais ils ont jamais pris l'avion, quoi. Genre, Ouais, bah ouais. ils ont fait, ils ont dû aller en Espagne, vite fait, tu vois, acheter des clubs, tu vois, ils sont allés, sinon qu'en France, bon après ils kiffent, mais, et puis c'est une autre génération, mais je trouve ça tellement dommage, quoi. Genre, je trouve ça tellement dommage. Et je pense que ça participe aussi énormément, au-delà de l'apprentissage, de la vision du monde et tout, à la maturité aussi, tu vois. Parce que franchement, ouais, c'est des trucs de fou. Entre quelqu'un qui a vécu à l'étranger et quelqu'un qui n'a jamais même voyagé, tu le vois très rapidement, Ouais, généralement. Surtout sur l'ouverture d'esprit, sur le truc. Pour faire un pont sur ce qu'on disait sur les langues, il y en a beaucoup en France qui ont peur de parler anglais juste par peur d'être jugés, parce qu'en 5 ans de vie et même en presque 10 ans de voyage, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est moqué de moi à l'étranger sur mon niveau de langue, sur mon accent, etc. En France, ça m'est arrivé 100 fois classe, peut-être. Ouais. Ah oui, non, mais complètement. Ah, regardez, il parle pas anglais. Ouais. Bah, regarde aujourd'hui, Il t'es a un toujours en accent de France. merde, Tu vois. Mais ouais. Et tu vois, c'est ça, encore une fois, on revient à ce truc de mentalité en France. Moi, tu sais que, parce que du coup, on en a parlé dans le podcast juste avant, tu sais que j'ai un avis très très hard sur la France. Toi, c'est quoi ton avis un peu sur la France? Est-ce que t'es vraiment fâché avec, ou est-ce que du coup, le fait... parce que je pense que, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est parce que je suis pas encore parti que j'ai un avis aussi hardcore. Toi, vu que ça fait déjà 5 ans quand même que t'as quitté le pays en tant que résident, t'es peut-être un peu plus cool avec, non? Je sais pas. C'est quoi ton avis là? Ouais, avant, j'étais un peu comme toi, tu vois. Mais en fait, premièrement, tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde ne peut pas avoir ta même vision. J'aime beaucoup la France, mais si j'en suis parti, c'est pas uniquement parce que je ne l'aime pas ou autre. J'aime beaucoup la France, mais j'ai trouvé mieux ailleurs, dans ma situation. Ouais. C'est pour ça que je suis parti. Il y a juste un truc qui me dérange avec la France. Le système, on peut dire ce qu'il est, mais il y a plein de pays pourris, tu vois. Il y a plein de pays avec des systèmes pourris. Mais ce que je n'aime pas, premièrement, c'est les gens qui jugent ceux qui veulent faire différemment, qui veulent avoir... Alors ça peut être, par exemple, vivre à l'étranger. Tu sais, il y en a plein qui me disent... tu vois, je prends des foudres des fois quand je parle d'expatriation, etc. Parce que c'est très facile de juger quelqu'un. Voilà, t'es parti de la France pour les impôts, truc. Voilà, je m'en suis... Bref. Mais s'il y a bien un truc que je n'aime pas de la France et de certaines personnes en France, c'est juger ceux qui veulent faire différemment. Ça, je l'ai beaucoup ressenti en France, que ce soit dans sa manière de s'habiller, ses croyances religieuses, peu importe tout. Ne pas faire d'études. Exactement. Lancer quelque chose de différent, pas avoir un CDI, pas avoir de sécurité, tu vois. Exactement. C'est un petit peu ce avec quoi je peux être fâché. C'est la mentalité de certaines personnes, et encore une fois pas tout le monde, qui peut être fermée. Mais la France, ça reste un magnifique pays. J'adore la France, etc. Mais j'aime bien me sentir touriste en France. Aujourd'hui, c'est ma meilleure relation. Je viens 1 semaine à 1 mois par an en France, rencontrer mes proches, ma famille, manger, aller au restaurant, faire des balades. Et puis, je suis très vite content quand je rentre chez moi. Parce que maintenant, ma vie et mon chez-moi, il est ailleurs. Et bien la sûr. France, très bon pays, mais très triste de me dire que... En fait, si mon business marche aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un échec au niveau de la France. Enfin, un certain échec constaté. C'est vrai que c'est triste. Ouais, non, c'est vrai. Ça me rend triste parce que je me dis, franchement, il y a plein de points s'ils étaient mieux gérés. Après, j'ai pas de leçons à donner personne, encore moins à ceux qui restent en France. Parce que c'est vrai que souvent, on donne des leçons et tout, mais en vrai... J'ai rien à dire. La France est géniale, tu vois, je m'en fous. Et puis ceux qui restent en France, j'ai même envie de leur dire, ils sont courageux, premièrement. Tu vois, on peut me dire, ouais, t'es pas patriote, etc. Je suis très patriote, mais vu que j'aime mon pays et que j'ai pas envie d'en avoir une image qui devient de plus en plus négative, j'ai fait le choix de partir, tu vois. Et puis bon, après, c'est aussi l'éducation, tu vois. Pour moi, je trouve qu'il y a un gros raté au niveau de l'éducation.
l'éducation publique classique qu'on connaît, celle qui est accessible à tout le monde. Évidemment, quand tu as l'argent d'aller dans des écoles privées ou même d'avoir des profs particuliers, ta perspective, elle est tout à fait différente. Mais le classique, tu vois, des trucs cons, mais à quel moment le harcèlement, ça existe? Déjà, premièrement, pour moi, ça, c'est un drame de la France. À quel moment ça existe? C'est que en France, ça, Ah non. mais c'est pas que en France, mais c'est quand même beaucoup plus... Tu vois ce que ça existe beaucoup aux États-Unis, il y a des trucs comme ça, mais si on parle que de la France, ce que je dirais, c'est pourquoi on doit avoir... Il y a des gens qui ont des phobies scolaires. Comment ça existe? Parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être harcelés, ils ont peur d'apprendre dans les conditions dans lesquelles ils sont mises. Voilà, pour moi, ça doit partir de là, tu vois. Il faut que ça soit un havre de paix, tu vois, l'éducation publique. Et j'ai l'impression, j'ai eu des très bons amis qui ont vécu du harcèlement, etc. Ça, c'est un raté de la France et je déteste la France juste pour le système éducatif qui crée après les adultes qui font de la merde. Ouais, bah c'est ça. Donc ça, pour moi, c'est le premier truc à changer. C'est pas la fiscalité, c'est l'éducation. Et parce que tout part de là aussi, tout part de l'enfance. Tu vois, moi, si en vrai, je pense que ça, tu vois, encore une fois, je sais pas. Mais moi, je pense que si aujourd'hui j'en suis là, déjà, si je sais que j'en suis là aujourd'hui parce que, pour une chose, c'est ma confiance en moi, tu vois. Où vraiment j'ai toujours dit ok, je veux faire ça, je vais faire ça, je vais galérer, ça va me prendre tant de temps, mais je vais le faire et je vais y arriver et je suis fort et je l'écris sur un cahier et machin, ça va arriver, tu vois. Je pense que c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai eu cette mentalité là, c'est parce que depuis que je suis petit, ma mère me répète sans arrêt, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es mon fils, tu feras toujours ce que t'as envie de faire, quoi qu'il arrive, nan. Et moi je pense que, je me suis rendu compte tard, mais je pense que c'est cette éducation de ma mère, de mes parents, qui ont toujours été vraiment dans le t'es le meilleur, qui m'a joué un peu défaut quand j'étais très plus jeune parce que je me sentais vraiment un peu au-dessus et tout, mais qui avec le temps, j'ai pris en maturité, je me suis remis un peu à ma place, mais tu vois, qui m'a aidé à en être ici. Et je pense que justement, le truc on parle d'éducation, le truc de quand t'es jeune, c'est sûr que si t'as des parents qui te disent t'es une merde ou t'es moche, bah, tu vois, ça se répercutera à l'avenir. Si jamais tu as justement en cours, en fait, on se rend pas compte de l'impact. Moi, j'ai eu des fois j'ai eu un prof, d'ailleurs, j'ai une vidéo de ça, qui dit à ma prof, j'étais en train de dormir. Voilà, petite anecdote, j'étais en train de dormir, faut pas faire ça. Mais j'étais KO parce que je bossais jusqu'à 5h du mat sur mon business et vraiment, je ne pouvais plus tenir. Elle me dit, ouais, tu dors et tout, le cours ne t'intéresse pas. Je dis, madame, avec tout le respect que je vous dois, très honnêtement, non. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, j'espère te voir dans quelques années dans un rayon en tant que vendeur à Decathlon, tu vois. J'ai une vidéo de ça. Insane. Bon, après, je dénigre pas du tout le métier de vendeur à Decathlon, mais c'est juste, tu vois, sur le principe d'où elle l'a dit. En plus, elle dénigre ceux qui font ça, quoi. Complètement, tu vois. Et ça, je trouve ça dingue, tu vois. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon caractère, tu vois. Je suis pas atteint par ce genre de truc, tu vois. Mais je m'imagine un mec un peu moins sûr de lui, un peu timide et tout, tu lui lâches ça, quoi. Enfin, c'est fou. Et ça, je vois beaucoup de trucs, trop de trucs de genre. C'est comme le concept de conseiller d'orientation. Tu vois, genre, encore une fois, je ne dénigre personne, tu vois, ça se trouve, tu kiffes faire ce métier-là, mais quelqu'un qui est au SMIC, qui fait un métier qui est souvent, je dis souvent, pas tout le temps, par défaut, et qui est censé te dire ce que toi, tu dois faire de ta vie, les choix que tu dois prendre, pareil, c'est des trucs, il y a trop de trucs à dire. Et moi, en vrai, je me plains beaucoup, mais j'aime pas me plaindre, je déteste passer pour le mec qui critique tout et qui fait rien, mais parce qu'au final, je critique pas un certain type de personne. Et quand je critique le système, c'est le système, c'est pas le président, c'est pas parce qu'en vrai, personne ne fait rien tout seul. Et en vrai, ceux qui gèrent les ficelles, on les connaît pas, tu vois. Mais voilà, moi je suis arrivé à un point où je me dis, ok, dans tous les cas, on peut pas le changer. On n'a pas la force de pouvoir changer un truc aussi gros, une aussi grosse institution, que ce soit un pays ou un autre, parce que nous on se plaint, mais ceux qui sont en Éthiopie, en guerre ou machin, ou voilà, c'est bien sûr que c'est pire que nous. Et du coup, justement, pour moi, l'expatriation, c'est ok, on va juste contourner le truc et aller dans un endroit où je me sens mieux, où ces problèmes-là sont plus présents, parce qu'au final, tu peux rien changer. Donc c'est soit tu te plains tout le temps, tu restes et tu te plains, soit tu fais en sorte de... Soit tu pars et tu redeviens maître de ta situation. Exactement, bien sûr. Exactement. Et tu te libères un peu mentalement aussi. Tu vois. Et moi, je le vois comme un peu une libération. En mode, ok, maintenant, je suis résident là-bas, je n'ai plus rien à voir avec la France. Tu vois, c'est bon. D'ailleurs, petit conseil fiscalité, pour faire une transition propre entre la France et les autres pays, hein, le concept de substance, c'est peut-être le concept le plus important. Tu l'as dit, j'ai plus rien à voir avec la France. C'est couper un maximum de choses avec la France, voire la totalité. Parce qu'on peut être rattrapé très facilement, fiscalement parlant, si on garde encore des attaches fortes, que ce soit un logement, de la famille, si c'est femmes et enfants, des entreprises, activités professionnelles, etc.
C'est vraiment très important. Il y a trop d'erreurs qui sont faites entre les personnes qui vivent un peu entre les deux pays. Pour faire une transition propre, il faut vraiment partir et réellement s'installer ailleurs. Bon, c'est une petite parenthèse, mais il y a un mec récemment, là, il s'est fait requalifier fiscalement parlant. C'est-à-dire qu'en gros, ouais, et c'était à Dubaï, sur un détail un peu simple, qui a fait d'ailleurs jurisprudence, c'est que la personne, c'est un détail, c'est pas que ça, mais elle avait mis notamment dans sa bio Insta, je vis entre Paris et Dubaï, tu vois, et c'était un peu montré, ouais, et après sur son site internet, il y avait les conditions qui étaient encore avec pas mal de choses en France. C'est des détails tout cons, mais quand on part, quand on s'expatrie, qu'on veut devenir résident fiscal ailleurs, faut se dire que voilà, la France était avant, on coupe tout, tu vois, on essaie de couper la plupart des choses. Ça fait jurisprudence, ça, du coup. Ouais, bah en fait, c'était pas que ça, mais tu vois, ça a été notamment un élément déclencheur que sur les réseaux sociaux, la personne mettait en avant le fait qu'elle vivait entre Paris et Dubaï. Tu peux pas réellement faire ça si tu vois, c'est fou. En fait, déjà, pour mais moi... très mal conseillé. Une personne qui fait ça, c'est très mal conseillé. Ouais, mais je trouve pas ça fou de dire ça, tu vois. Ah non, c'est ok, vois, mais genre, ça a été un élément déclencheur. ouais. Comme quoi, il faut faire attention, surtout à Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc très important, peut-être tu pourras mettre des liens dans la bio, mais c'est les accords de non-double imposition, c'est les conventions fiscales en fait, qui font qu'un pays a des lois claires au niveau de la fiscalité des personnes qui partent notamment. Pour ne plus devenir résident fiscal français, il faut devenir résident fiscal d'un autre pays et pouvoir mettre en confrontation cette résidence fiscale avec la française. C'est-à-dire, regardez, je paie bien des impôts là, j'ai bien ma vie qui est installée là. Mais si tu es un peu entre les deux, la France, elle peut se dire, attendez là, mais tu nous as de l'oseille, mon petit, tu vois. Et ça, c'est par plusieurs détails qui n'en sont pas, mais voilà, c'était pour la petite parenthèse, c'est important. Okay. Surtout pour ceux qui veulent vivre à l'étranger. Ouais, bien sûr. Mais après, la vérité, en vrai... Tu me dis si je me trompe, mais pour moi, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, aujourd'hui, si la France veut te niquer, elle te nique. Exactement. Ouais. Oui, voilà. Mais c'est une très bonne remarque. Bon, après, il y a des limites. Si tu as un bon avocat et que tu as bien fait les choses, tu te défendras. Mais si tu as fait ça très bancal et que la France, elle est sur tes côtes parce que tu mets en avant un lifestyle entre la France, etc. Et en plus, c'est Dubaï. Elle va pas te louper. Là, tu es mort dans le film. C'est même pas que Dubaï, c'est le fait qu'il y a aussi des conventions fiscales qui sont pas forcément très bien conventionnées, c'est le terme exact. Donc, il faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe à ce qu'on montre, à ce qu'on dit et à derrière ce qu'il y a. Tu vois, parce que si le mec, il a pas vraiment de boîte, il a pas vraiment de résidence et autres. Tu vois, le concept de digital nomade, en fait, en France, ça marche pas parce qu'il faut une résidence fiscale qui est de la réelle substance, dans laquelle tu es réellement rattaché dans le pays. Tu peux pas dire je vis sans résidence fiscale, je paye de l'impôt nulle part et je voyage tous les 3 mois. Parce que la dernière qui prime, c'est la française. Donc il faut faire gaffe. Un truc, on en a parlé aussi pour un peu clôturer. Et tu m'as donné une réponse que j'avais pas entendue sur les réseaux. Enfin, si je me trompe pas. L'impôt universel. L'impôt universel, on en parle en ce moment. Grand débat. En tant qu'expert. Grand débat, c'est pour le mettre en place, c'est pas rien. Quand on parle de l'impôt universel, je pense qu'on fait référence à l'impôt sur la nationalité. Ouais. Le seul pays qui a réussi à faire ça, c'est les États-Unis. C'était il y a longtemps. Pour mettre ça aujourd'hui en France, il faudrait des énormes accords entre beaucoup de pays, etc. Je ne pense pas que la France ait cette capacité-là. Après, je ne suis pas avocat ou autre, mais de mon point de vue, c'est très compliqué à mettre en place. En revanche, il y a des procédés qui peuvent être mis en place à ta sortie de la France. On a notamment l'exit tax qui est en place, ou même à ton retour. Imaginons qu'ils n'arrivent pas à te taxer à ton départ ou que tu as bien fait les choses pour que tu paies peu, voire pas d'impôts à ton départ. Par contre, si un jour tu veux revenir, peut-être qu'ils te rattraperont sur tout l'argent que tu as fait ailleurs. Ça, on n'en est pas sûr. Voilà. Aujourd'hui, je sais que les amendements qui veulent être passés, bon, déjà, ils ne sont pas passés à l'heure où on se parle, mais si c'est venu, si c'est mis en place, c'est à ton départ et taxé pendant encore X années. Le seul conseil que je pourrais donner aux gens, ça serait plus tôt ils partent, mieux c'est, parce que plus ils laissent de distance avec la France par le temps et par les attaches, plus ça sera simple pour eux. Ouais. Tu vois, moi, ça fait bientôt 5 ans, la loi qu'ils voulaient faire passer, je crois que c'était 10-15 ans. Et si tu n'avais pas été résident fiscal pendant 6 ans, alors on remettra le lien de l'amendement, je ne sais plus exactement tous les détails, c'était plus long que ce qu'on croit. Voilà, plus ça fait longtemps, plus tu es tranquille. Quoi. Ok. Donc ouais, pour toi, c'est pas toujours, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, il y a des projets de loi là qui font un peu peur. Je vais pas mentir. Pour l'instant, il y a pas trop de crainte à avoir, mais tu vois, ça va être sur l'exit tax. À ta sortie du pays, ils vont te rattraper, tu vois, sur. Je voulais te demander justement, l'exit tax, qu'est-ce que c'est ? Et c'est en place déjà ? Ouais. Alors l'exit tax, ça existe sur ce qu'on appelle les titres sociaux. Alors on pourra mettre peut-être un encadré pour vraiment faire aucune erreur juridique, mais
Mais en gros, c'est une taxe qui fait que quand tu as encore des titres sociaux, donc des parts dans un business, ce qu'on appelle les plus-values latentes, c'est en gros de l'argent qui n'a pas encore été sorti, qui est encore dans une entreprise, il va être revalorisé. Okay, tu vas dire, bon, bah, moi, ma société, mes parts dans cette société, dans ma société ou dans ces sociétés-là, ils sont valorisés, je dis, allez, à 1 million, peu importe. Tu as un exit tax en fait, qui est calculé sur ces plus-values non latentes. Donc, ce n'est pas du cash, c'est sur une valorisation de ton business ou de tes parts. Et en gros, à ta sortie, tu dois t'acquitter de cette taxe-là. Après, pour entre guillemets éviter ça, bon, bah, c'est faire une dissolution un peu comme dans ta situation. Bah, tu as tout vendu, tu as tout fermé en France avant de partir. Si jamais tu étais assujetti à l'exit tax, au niveau des déclarations, après le montant il varie, mais bah, ça serait si tu avais gardé cette boîte-là et que tu partais. Voilà. Parce que ça, c'est une question, je n'ai jamais réussi à avoir une réponse à cette question. Comment ça se passe si jamais tu as une boîte à Dubaï, que tu souhaites garder une boîte en France, est-ce que tu peux quand même rester résident fiscal à Dubaï, payer tes impôts à Dubaï et du coup et payer par exemple tes impôts français sur ta boîte en France, genre avoir les deux systèmes? En fait, déjà c'est du cas par cas et là tu vas te répondre comme ça serait compliqué, surtout comme je t'ai dit, je suis pas non plus avocat fiscaliste, mais généralement tu peux pas avoir les fesses entre deux chaises, c'est compliqué d'avoir deux juridictions, surtout la France en cours. J'imagine qu'il y a des gens qui peuvent le faire, mais si tu gardes des attaches fortes avec la France, notamment un business, bah, le problème c'est qu'ils peuvent techniquement te rattraper fiscalement parlant, te rattacher, te requalifier en tant que résident fiscal français, si ça a mal été fait, et te demander de l'impôt. Donc vivre entre les deux pays, c'est très compliqué. Généralement, ce qui est conseillé, c'est de vraiment tout enlever. Ouais, tu vois, c'est ça qui je trouve dommage, parce que par exemple tout bête, moi pour ma marque de compléments alimentaires, je suis obligé d'avoir une boîte en France. Techniquement. Pourquoi ? Pour avoir les déclarations auprès de la DGCCRF, parce que je vends en France des produits qui doivent être déclarés à la DGCCRF, donc des compléments alimentaires. Donc en fait, tu vois, il y a plein de trucs quand même qui sont un peu contradictoires. Donc après, il y a des façons de ne pas le faire. Tu vois, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un représentant en France qui aura une société qui... Voilà, bref. Mais tu vois, il y a quand même des trucs où, il y a des trucs très spécifiques quand même. En vrai, il faut faire attention. C'est pas simple, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et des fois, sur des sujets bien précis, très pointilleux, sur des situations particulières, tu vois, comme tu l'as dit, avec 2 pays, 2 juridictions, etc., ne pas hésiter à se faire accompagner par des avocats fiscalistes. Je sais que ça, en fiscalité internationale, je sais que ça répugne énormément de gens, les avocats, parce qu'il y a des fois un jargon, il y a des montants qui sont annoncés, qui font un peu peur. Et voilà. Ce que je fais, moi, généralement, c'est quand on travaille avec des avocats, je me mets un petit peu au milieu et j'essaie de vulgariser un peu tout ça. Je ne vais pas m'inventer avocat, mais des fois, il faut passer par des personnes dont c'est le métier. C'est pas aussi simple que ça, tu vois. C'est toujours du cas par cas. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Il y a toujours des cas différents. Mais ouais, il faut faire attention. Si tu gardes, en résumé, si tu gardes des attaches fortes avec la France, faire attention quand tu veux t'expatrier parce qu'on peut te requalifier. Et c'est le pire truc qui peut t'arriver, c'est que en fait, les impôts que tu n'as pas payés, ils vont te les demander. Ouais. Voilà. Et il y a des majorations, il y a des 80%, il y a des trucs de fou. Après, c'est hardcore. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut faire bien les choses. Et en résumé, tu coupes tout, tu pars. Tu gardes rien, comme un fou, tu vois. C'est ça. Et je pense que le retour doit être complexe pour ceux qui veulent... Pour se remettre en conformité, etc., les apports de capitaux, tout ça, c'est pas si simple. C'est possible. Hein. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la réimpatriation. Mais honnêtement, c'est pas mon domaine. Tu vois. Ouais. Okay. Les gens que j'aide, ils veulent partir. Ils veulent pas rentrer. De toute façon, ils veulent pas rentrer. Hein. Non, mais c'est vrai que vu que c'est assez nouveau, tout ça, tu vois, t'as pas encore vraiment le cas de... Tu vois. Puis tu sais, en fait, il y a tellement de lois qui changent entre-temps. Parce que moi, honnêtement... Et c'est ça le truc où je me suis posé la question, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était impossible d'avoir une réponse. Mais moi, honnêtement, de base, mon objectif, c'était de revenir au bout d'un moment. Tu vois ? Et en fait, tu te dis, à quoi bon partir, mettre de l'argent de côté et tout, si au moment où tu reviens, ils te disent, c'est bon, tu reviens, tu nous dois tant. Tu vois, tu me posais la question des lois qui vont passer sur l'impôt, sur la nationalité, tout ça. Peut-être que ça peut être compliqué à mettre en place, mais par contre, le retour, si jamais il y a un retour, parce que généralement, un projet d'expatriation, il y a une date de début, il y a une date de fin, mais le problème, c'est que le retour, il peut piquer aussi, tu vois. À moins de tout cacher, de mettre... tu vois, c'est pour ça. Non, on joue pas à ça. Non, mais je rigole. Non, mais je dis pas tout cacher, c'est pour l'exemple, mais en gros, dans tous les cas, quoi, si jamais tu rentres avec, ils vont te le... il y a une partie qui va sauter. Voilà. Il y a 2 trucs, tu vois, peut-être
c'est peut-être pour être le mot de la fin, je sais pas si tu as encore des trucs à dire, mais faut jamais jouer avec le feu, avec la fiscalité, notamment en France, et les assurances santé. On n'en a pas parlé, mais ne jamais vouloir prendre la moins chère parce que faut toujours mettre un paquet d'argent sur une bonne assurance santé à l'international parce que on aime bien parler de la Sécu, etc. Tu as une très bonne assurance privée internationale qu'on appelle une IPMI. Si elle est bien choisie, etc., ça sera mieux que ta Sécu sociale, je te le dis direct. Tu pourras aller dans les hôpitaux privés, te faire soigner par les meilleurs, etc. Mais il faut mettre le prix. Il ne faut pas hésiter à ne pas faire le radin là-dessus et bien te faire accompagner sur la fiscalité. Tu vois, les 2 points, c'est pour moi les 2 points les plus importants. C'est vrai, au moins tu es tranquille d'esprit, tu dors la nuit, tu sais que tu fais quelque chose de bien. Et d'ailleurs, si tu pars de France et qu'on te demande X temps d'exit tax ou dissolution d'entreprise ou autre, tu payes tout, tu fermes les yeux, l'argent tu le referas à l'étranger en optimisant ta fiscalité. Faut pas essayer de gratter parce que ils peuvent revenir jusqu'à 10 ans dans certains cas, en amont, rétrospectivement. En 10 ans, tu n'as rien de fait parfait. C'est impossible. Ah oui, non. Tu prends le meilleur des avocats. Tu vois, à partir sur une société, je pensais que c'était 3 à partir du moment où tu fermais ta boîte. Ça dépend le truc. En fait, si tu vois, par exemple, s'ils qualifient... j'ai plus les termes exacts, je voudrais pas me tromper. Et si je me trompe, mettez dans les commentaires. Mais pour certains types de... Je sais pas si on appelle pas ça des crimes, mais de délits financiers. Ça peut aller plus loin. Ouais, ça peut aller à 3, 5 ans, même 10 ans, je crois, dans les cas les plus graves. Alors, je voudrais pas me tromper, mais à vérifier. Pour ça, fais un départ bien clean. S'ils te demandent 50%, tu payes 50%, après tu pars. Ouais, non, mais c'est ça, complètement. Ok, bon bah génial. En tout cas, je te remercie sincèrement d'avoir été présent, d'avoir accepté l'invitation. C'était cool, j'ai bien aimé la discussion, franchement c'était top. J'espère vraiment que ça vous a plu aussi. N'hésitez surtout pas à mettre du coup dans les commentaires votre avis. Si jamais vous voulez parler d'un projet d'expatriation, que vous ayez déjà un pays en tête ou que justement vous souhaitiez potentiellement en parler avec Mathias, n'hésitez pas, vous aurez tous ces réseaux dans la description, donc son YouTube pour le podcast qu'on a vu. Et tu préfères qu'il contacte sur quoi ? Peu importe, soit sur Instagram ou sinon ils ont directement un formulaire qui est disponible un peu partout, il n'y a pas de souci. Ok, et je vous mettrai tout ça, de toute façon vous aurez toutes les infos en description. Je te remercie encore et puis on se dit à très bientôt pour un prochain podcast.